Extra. C'est l'été et la Martingale est toujours là avec des épisodes rediffusés. On vous propose avec l'équipe de la Martingale des super épisodes pour cet été. Parmi ceux que vous avez le plus kiffé, les plus gros volumes d'écoute ou le plus gros nombre de messages que vous avez pu envoyer par la suite. Voilà. Donc profitez bien. N'oubliez pas de partager ces épisodes à toutes les nouvelles personnes que vous rencontrez pendant l'été. Quoi, tu connais pas la Martingale ? Voilà. Vous prenez leur téléphone, boum, vous les abonnez. Je compte sur vous. Je vous embrasse. Je vous souhaite un bon été. Bonne écoute. On y va pour ce nouvel épisode de la Martingale. Je suis hyper content de retrouver un de mes invités d'il y a presque un an déjà, Victor, non ? Oui, plus c'est d'un ça. an, non ? Plus d'un an, oui. Ouais. Alors je te l'avais dit, je crois qu'on avait un des plus gros épisodes de la Martingale à l'époque. Il me semble que depuis, tu as été dépassé parce que le podcast ces derniers mois a beaucoup grossi. J'en ai parlé quelques fois. Mais évidemment, on parle de clickbait. En ligne, toi, tu sais faire des titres un peu racoleurs et quand tu mets en avant la retraite à 40 ans, quand tu as moins de 40 ans au moins, en tout cas, ça t'intéresse. Quand tu as plus de 40 ans, on y viendra peut-être. Tu te dis, merde, j'ai peut-être loupé un truc, mais voilà. Victor Laura, bienvenue sur la Martingale. Je suis ravi de te recevoir. Moi aussi. Et en plus, tu nous as réservé une petite surprise. Tu, Laura, la productrice de Génération, de Do It Yourself, non, de la Martingale, parce qu'on a 2 invités cette semaine, en plus de toi. Donc, on est 4 autour de cette table. Alors, ça va faire, tu sais quoi, ça va faire 4 ans que je fais des podcasts et c'est la première fois que j'ai 4 personnes sur un podcast. Je me réserve généralement l'intimité de conversations à 2. Mais là, l'idée, c'est aussi d'ouvrir un peu le spectre, le jeu de mouvement FIRE, frugalisme, retraite anticipée à 40 ans, etc. Donc, je suis ravi de vous recevoir tous les deux. Donc, j'ai Christophe et François. Voilà, j'ai inversé les prénoms. Salut. Voilà, salut, Bonjour. salut. Comment je vous présente du coup ? En plus, on s'est dit que je donnais pas tout de suite vos noms de famille, c'était pas la peine. Alors ça n'apporterait rien. Il y en a un qui est indépendant financièrement depuis peu et à quel âge ? T'as quel âge toi ? À 53 ans, je suis FIRE depuis le début d'année dernière. D'accord, oui, donc tu es allé assez vite quand même. On y viendra, en tout cas, voilà. François et Christophe, toi Alors, moi, j'ai 39 ans et donc je suis FIRE dans quelques mois grâce au livre de Victor. Donc, quand on dit « je suis FIRE », juste pour être clair, ça veut dire qu'on a lâché son job ? Alors, moi, je ne sais pas exactement si je rentre dans une case FIRE ou pas. J'ai un peu fait mon petit business avant de découvrir le FIRE. Mais pour moi, mon objectif, c'est juste de démissionner et de vivre de rente que j'ai construit avant. Ouais, d'où l'anonymat sur le nom de famille, en fait. Cool, bon. Alors, avant de rentrer un peu sur justement des cas spécifiques, parce que l'idée, en fait, c'est que de loin, tout ça peut paraître une chimère, un petit peu. Ou alors une chimère, ou alors... et même moi, je dois vous confesser une chose, c'est qu'au milieu de la crise de l'année dernière, de la pandémie, du premier confinement, je me suis dit... alors déjà, je me suis dit, il faut absolument que... j'ai pas un mauvais cœur déjà, donc je me suis pas dit bien fait pour ce con de Victor Laura. Non, je suis pas comme ça, mais je me suis dit... il va quand même se passer des trucs dans sa vie, tu vois. On va en parler. Mais et je me disais qu'il fallait absolument que je refasse un épisode. Puis je sais pas, tout s'enchaînant, ça s'est pas fait, ça se refait maintenant. Donc encore mieux, je t'ai laissé un peu le temps d'avoir du recul. Mais quand même, il y a un moment, j'ai eu des doutes pour toi, pour vous, quoi. Je me suis dit, la période doit pas être complètement simple. Surtout quand on a vu les bases de ce qui... de ton approche et de l'approche plus générale du mouvement FIRE, qui sont des assets en bourse notamment, des business qui tournent tout seuls, etc., etc. On parlait de restauration chez toi. Quand tu vois la gueule de la bourse du 15-20 mars 2020 et pas mal d'autres choses, tu te dis, bon, en fait, il y a un truc qui tient plus dans leur truc, quoi. Donc, voilà, tu me débriefes un peu sur cette petite année 2020. Nous, on s'est rencontrés en janvier 2020, je crois, l'épisode. Oui, c'est ça, on était en début 2020.
Tu as tout à fait raison, tu as bien fait de penser à moi parce qu'il s'est passé un max de trucs dans ma vie, du positif et du négatif. Alors, du coup, on s'est rencontrés. Une fois qu'on s'est rencontrés, donc en tout cas, je te remercie. Il y a eu vachement d'écho grâce au podcast La Martingale. Et du coup, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont contacté en direct, principalement sur LinkedIn, et qui m'ont envoyé des messages, m'ont demandé des feedbacks, etc. Du coup, j'ai donné moi ce que je pensais être juste avec, si tu veux, un peu la stratégie Fire que j'ai recréée un petit peu de mon côté. Et du coup, depuis ce moment-là... Tu t'es dit que tu allais écrire un bouquin parce que c'était chiant de le répéter à tout le monde. C'était... voilà, du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire un bouquin. Donc, plusieurs éditeurs sont venus me chercher. Et là, je sors... demain, donc là on est en février, et demain mon livre sort, La retraite à 40 ans, c'est possible, aux éditions Larousse. Et en gros, dedans, on retrouve tout mon parcours de ces 10 dernières années-là, où j'ai à peu près tout testé pour devenir indépendant financièrement. Et du coup, je vais pouvoir peut-être te donner un petit peu plus de chiffres que la dernière fois. Donc je pense que ce que tes auditeurs avaient bien apprécié, c'est que je sois un peu transparent et que je donne vraiment les chiffres de ce que j'avais, etc. Quoique, je m'étais un petit peu retenu sur ton podcast la dernière fois, j'indiquais des montants en millions, etc. Mais je n'étais pas rentré dans le détail. Je pense que ça peut être intéressant de les donner pour qu'on puisse se rendre compte de l'échelle de grandeur, là où j'en suis, et l'impact du coup du Covid et ce que ça a donné. Donc, lorsqu'on s'est rencontrés, peu après, en fait, j'ai décidé carrément de prendre ma retraite aussi. Donc j'avais à l'époque 31 ans. Et juste 3 mois après, je me suis dit, j'arrête. On peut faire une pause what the fuck. Hein. Bon, vous posez la question. Voilà, merci. Ouais, voilà. J'avais 31 ans, prendre ma retraite. Ouais. Ouais, c'est un peu ça. Je pense que, ouais, mais après, quand on rentre en fait dans le détail et qu'on a un esprit assez analytique, et d'ailleurs, c'est ce qui ressort dans le livre, parce que je vulgarise à fond, parce que généralement, et d'ailleurs, quand on regarde un peu les personnes qui sont en mouvement Fire, je pourrais te donner des chiffres un peu sur eux, mais généralement, c'est plutôt des personnes qui bossent dans la tech ou dans du conseil en strat, CSP+, et qui ont une approche assez mathématique. Donc, je te dis pas si tu habites à Cholet, que tu et que tu es, je sais pas moi, employé dans peu importe quoi que ce soit, ou fonctionnaire, ça peut marcher pour toi, quoi. Ouais, tu te dis, tu as plutôt une autre approche. Tu as plutôt l'approche très, je dirais, immobilier, très youtubeur, un peu ce qu'on appelait avant les vendeurs de rêves, où là, tu te retrouves là-dedans. Et indirectement, vu que tes montants sont... Ceux qui sortent de la Mercedes devant le Fouquet's et qui te disent d'accord. Oui, au début, je pensais que c'était une parodie, mais en fait, pas du tout. Je crois que le gars vit vraiment son truc. Avec mais ça. Je crois que la Mercedes, c'est celle de sa mère, en revanche. Ah oui, bon, ça, après, unfair advantage. Tu sais, héritage, tout ça, faut tout utiliser. Mais en gros, Mouvement Fire était un peu destiné à un peu des gens un peu pédants. Et moi, j'ai voulu enlever ça et donner accessible les calculs, parce que tout repose sur des calculs. Et c'est un peu ce que tu disais dans ton intro. Quand tu as la Covid qui arrive, et une grosse crise, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qui se passe quand les calculs ne tiennent pas, quoi. Je confirme qu'il n'y a personne de pédant. Le plus pédant de la salle, c'est probablement moi. Je suis le seul à avoir une montre. Non, Ah oui. Et donc, non, je pense que c'est à peu près ça. C'est vrai, non? En gros, t'es en train de dire qu'on s'habille comme des merdes. Non. Tu sais quoi? J'ai remarqué quand même, en vous voyant tous, je regardais, j'ai vu des marques sur les chaussures, des choses comme ça. Alors, on n'est pas sur du Prada à 800 € la paire de chaussures, hein, c'est plus simple, mais je me suis pas dit, tiens, ils sont tous habillés en Carrefour, quoi. Tu vois. T'as acheté en solde aussi. Hein. Ouais, j'imagine. Bon, tu sais, après 56 vêtements, ça fait pas beaucoup en vrai. Hein, ouais, c'est vrai. Et ouais, tout ça pour te dire, bon, en bref, donc cette année, sortie d'un livre super. J'ai pris ma retraite, du coup, j'ai quitté. Je le redis, hein, la retraite à 40 ans. La retraite à 40 ans. Allez, oui, si tu veux, je voulais pas l'appeler comme ça à l'origine. Et mon éditrice, Elodie de chez Larousse, super, elle me fait Victor, c'est ce titre-là qu'il faut faire. Au début, j'assumais pas trop. Elle me dit, mais si, Victor, vas-y. Au bout de 3 mois, elle a réussi à me convaincre. En réalité, elle m'a mis un ultimatum. Elle m'a dit, Victor, c'est ça le titre ou rien. Je fais, ok, bon, bah, si tu veux, j'ai pas trop le choix. Maintenant, le livre est quasiment fini. Donc, tu vois. On t'aime, Elodie, merci. Ouais. T'as bien fait. Ouais, bon, on verra avec le nombre de ventes. Hein. On verra ce que ça donne. Vous avez pas fait de A/B testing sur le test, tu sais que ça se fait, ça, hein, avec des mots-clés, de AdWords, etc., de voir lequel titre clique le plus, quoi. Ouais. On n'a pas. Moi, j'ai suivi l'approche plutôt. J'ai pas fait de l'auto-édition sur cette voie-là. Je pense qu'on peut effectivement le faire. Là, la maison d'édition voulait ce titre-là, etc. Donc moi, j'ai suivi. Donc en bref, ce qui s'est passé cette année, donc juste avant le début du confinement, je négocie un arrêt. Donc je quitte Bankin, super boîte. Je suis en très bon terme avec eux. Et une fois que ça s'est passé, je me suis retrouvé confinement. Et en gros, alors pour que tout le monde ait à peu près les chiffres, moi aujourd'hui en immobilier, j'ai à peu près 5 millions d'investis. En side business, j'ai des business qui font 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Combien d'investis, excuse-moi? 5 millions. 5 millions? Ouais. En side business, j'ai 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an, pré-Covid. Et en bourse, j'avais 200 000 euros, en gros. Ok.
Donc je démarre avant toute crise de Covid avec ça. Et petite anecdote, juste avant qu'il y ait le crack boursier, j'ai investi 34 000 € en bourse une semaine avant. Donc c'était fantastique avec un groupe, je ne sais pas si vous étiez là d'ailleurs, mais dans un workshop, en fait, j'ai investi mon surplus annuel, je l'ai investi une seule fois et 2 semaines plus tard, ça avait dévissé de 50%. Bref, je pars de ça. Tu ne l'as pas vendu ? Non, j'ai pas vendu. Non, j'ai revendu une partie quand c'est remonté en juin, juillet, quand c'est retourné flat, parce que j'ai besoin de liquidité. Donc ça, on pourra en parler, parce qu'après, moi, j'ai eu pas mal d'enjeux. Et bref, donc je pars de chez Banking. Donc là, mon objectif, c'était 8 000 € par mois. J'étais à 12 000 € à peu près. Et la crise du Covid, mes 7 business, principalement dans j'ai racheté des boîtes en formation pour ce qui est secteur hospitalier, dans l'accompagnement des personnes en fin de vie. Ça marchait plus de chiffre d'affaires. J'ai des coworking, plus de chiffre d'affaires. Je vais pas rentrer dans le détail parce que sinon on n'aura pas le temps, mais on pourrait se dire business autour de la santé, ça aurait pu marcher, mais en fait, il y avait une priorisation absolue qui était sur le traitement de la Covid, quoi. Ouais. Exactement. Donc, vu qu'il y avait une priorisation, en fait, ils avaient fermé à tous les acteurs essentiels, extérieurs non essentiels. Bref. Et là, je me retrouve du jour au lendemain, si tu veux, avec, 3 400 € par mois. Tout était parti. Moi, j'ai des problèmes sur l'immobilier, j'ai des problèmes partout. Et du coup, ma retraite a très bien commencé. Et là, ce qu'il a fallu que je fasse, Juste 3 400 € par mois, aujourd'hui, ça ne te suffit pas pour vivre ? Alors aujourd'hui, j'ai en coût 4 000 €. Je peux m'en sortir avec 3 400, mais j'ai un coût de vie à 4 000 €. C'est un peu compliqué à calculer. Pourquoi ? Parce qu'il y a des enjeux d'impôts avec l'immobilier, etc. Donc c'est un peu... redonner le détail, c'est un peu compliqué. Et en gros, je suis bien avec 4 000 €. Donc j'habite à Paris, dans le 14e, dans un 37 mètres carrés. Voilà, j'ai un fonctionnement. Et je continue à investir avec ces 4 000 € là aussi. Donc je continue, mais en gros, c'est ça mon coût de vie. Ok. Et en gros, du jour au lendemain, si tu veux, quand tout dévisse dans tous les sens, faut te dire, en fait, tu es là, on t'annonce le confinement. Notre cher président Macron a annoncé que c'était pas grave, que les loyers des entrepreneurs allaient être payés, etc. Alors que c'était pas du tout le cas. C'est assez rare, en fait, en vrai. Et tu te retrouves avec... tu as 200 000 € en bourse du jour au lendemain, ça vaut plus que 120 000, 110 000. Tu te retrouves avec tes colocations où il y a des gens qui s'en vont, parce que moi j'ai beaucoup d'étudiants étrangers, donc c'est en Ile-de-France, donc ils retournent aux États-Unis ou retournent en Angleterre. Donc tu te retrouves en fait avec des choses qui sont juste flat, parce qu'en fait, quand tu as des colocations, tu gagnes de l'argent, par exemple, c'est ta dernière chambre qui te fait gagner de l'argent. Ouais. Donc en gros, tu as tout ça en fait qui part un peu dans tous les sens, et je vais te dire, c'était compliqué. C'était très très compliqué. Donc voilà. J'ai bien fait de te laisser tranquille à ce moment-là, de te laisser te concentrer sur... D'accord. Et en plus, c'est un peu con, j'étais en train de me dire, excuse-moi, tu vois les remarques débiles qui me viennent en tête, mais c'est le moment où tu as le plus besoin de Netflix que tu as dû couper l'abonnement parce qu'il fallait que tu passes de 4 000 € à 3 980, quoi. Mais... Moi, c'est l'inverse. Alors, par contre, sur les dépenses, moi, c'est exactement l'inverse. En fait, je pense qu'il faut savoir comment on fonctionne. Et si tu veux, donc premier confinement, moi, j'y suis allé de front. Hein, donc, j'avais un immeuble à ouvrir, j'avais un coworking à ouvrir, etc. Donc, j'ai beaucoup bossé. Enfin, une fois la période close terminée. Et après coup, en fait, c'est plutôt le deuxième confinement qui m'a un peu tué. Pourquoi ? Parce que, en fait, entre les deux, moi, j'ai énormément travaillé pour rattraper en fait le temps perdu. Je suis passé d'équipe. Donc, dans mes équipes, j'avais 7 personnes. Je suis passé à 2. Je suis passé d'1 million à peu près 500 000 €. Je suis passé à 20 000 € à 30 000 € de perte par mois. Et là, quand on arrive en face de ça, c'est un peu compliqué. Je pense qu'il y en a plein. 30 000 € de perte par mois. Ouais, à cause principalement. En fait, ce qu'on ne voit pas, c'est déjà l'aide de l'État. Il faut beaucoup de conditions pour l'avoir. Et moi, je ne les avais pas. Et par exemple, un espace de coworking que j'exploite dans Paris, il me coûte 15 000 € par mois. Donc, il y a 15 000 € par mois à sortir. Et après, ce qui est intéressant, c'est que l'État a dit, bon, vous pouvez étaler vos dettes, reporter vos échéances, etc. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a quand même les intérêts à payer. Et quand vous avez 2, 3, 4 millions de dettes, vous avez entre 4 et 10 000 € d'intérêts à rembourser tous les mois. Donc, en fait, ça va très vite. Tout ça, ça va très vite. Et même le chômage partiel, de temps en temps, vous êtes quand même obligé, quand vous fonctionnez moyennement, d'avoir finalement des personnes qui continuent à venir. Enfin bon, en gros, moi, ça fait pas mal de pertes. Et donc, situation au début, donc je faisais face. On arrive en septembre. Et là, moi, tout remarche très bien. Et après, deuxième confinement. Et alors là, ça a été dur pour moi. Et là, je suis parti. Et là, j'ai regardé Netflix et j'ai même siphonné Netflix parce que j'étais au bout de ma vie. au bout de ma vie. Et là, je me suis dit, merde, etc. Et puis, ma copine m'a dit, Victor, tu te relèves toujours, ça va passer. Là, moi, je n'étais pas très serein. Mais bon, je me suis relevé, donc je suis là. C'est dur à entendre, ça. Que tu te relèves toujours, comme si ça...
comme si ça venait tout seul, quoi, parce que c'est quand même une ressource interne très. C'est moins le sujet de la martingale, c'est plus le sujet de génération de yourself, mais interne, intérieur, qui prend beaucoup d'énergie de se redresser tout seul, quoi, hein, quand même. Ouais, et puis je pense que en fait, c'est un peu le sentiment des entrepreneurs où on a l'impression que rien peut nous arriver et qu'on est invincible. Ça va quand on l'a, mais on a forcément des périodes de doute. Et le pire, c'est les grosses périodes de doute, comment on fait, quoi. Et alors, est-ce que de tout ça, on doit en tirer... En fait, finalement, quand je t'écoute, je me dis, toi, tu vois, souvent, on utilise une expression qui est Covid-proof, quoi. Donc, dans les investissements Covid-proof, je sais pas, tu vas avoir... j'y réfléchis, mais je sais pas, Doctolib, si tu as des actions dans Doctolib, tu étais content, tu vas avoir quelques investissements comme ça dans des boîtes qui ont cartonné, on avait entendu parler des Zoom, des Netflix, etc. Aussi, et plus généralement tous les GAFA si on veut parler de bourse. Finalement, si tu as des investissements locatifs qui sont pas forcément des colocations, a priori, tes locataires, ils se barrent pas en plein milieu de confinement et d'une année comme ça. Ça arrive, mais voilà. Toi, j'ai l'impression que tu étais complètement Covid exposed, quoi. Tu vois, 100% quasiment. Donc, ce qui fait que tu as eu une année compliquée. Alors, est-ce que ça veut dire que le mouvement Fire est totalement remis en question et que, en fait, c'était juste un truc rigolo pendant un an jusqu'à ce que ça craque, ce qui est une question qu'on se posait un peu l'année dernière dans le premier épisode, ou est-ce que ça veut dire que ton approche doit être, ce qui me semble totalement normal, et voilà, c'est des nouvelles choses, mais revisiter en essayant de prendre des nouveaux paramètres qui sont, je sais pas si c'est des pandémies, mais des crises extrêmes, des choses comme ça. Alors, je pense déjà que l'approche, de façon générale, elle est très bonne et ça n'a pas changé. Donc, l'approche de base, c'est quand même beaucoup épargner, après investir en bourse, après investir en immobilier et après monter des business. En l'occurrence, après, ça dépend comment on l'exécute. Moi, j'ai un peu une double vie. Ma première vie, c'est de bosser dans les startups. Donc, j'étais à la direction de pas mal de startups et je dû lever peut-être 100 millions d'euros et faire des gros trucs, bien scale, etc. Donc, j'étais très startup tout le temps. Donc, je pensais startup. Et à côté, je me suis dit, bon, les startups, c'est quand même risqué. Donc, si toi, tu fais des business un petit peu plus pour le long terme, bah, regarde des trucs un peu plus pépères. Safe, ouais. Safe, que tu peux racheter pas cher parce qu'en fait, personne ne s'intéresse réellement à ces sujets-là, et ce sera tes side business long terme. Et du coup, moi, en fait, j'avais fait vraiment en fait, j'étais un peu... donc, ma vie était start-up d'un côté, et de l'autre côté, j'ai racheté des vieux trucs dans la formation qui margeaient, qui étaient bien, que je digitalisais un tout petit peu, mais qui n'étaient pas du tout Covid-proof. Tu les trouvais où ? Je l'ai trouvé. Alors, soit je contactais j'entendais dans le réseau. Donc, ça fait pas mal de temps que je suis dans la formation. Donc, j'entendais des gens qui me disaient, tiens, lui, il veut vendre, etc. Ou des formateurs qui m'appelaient pour me dire, écoute, comment ça se passe, etc. Ou sinon, sur des sites d'achat, de revente de boîtes. Genre Fusac ou choses comme ça. Genre Fusac, ouais. Genre, des petits cabinets, genre Adresse Conseil, des choses comme ça. Et ils m'envoyaient des dossiers et j'allais auditer des boîtes pour les racheter et voir, en fait, si je pouvais les automatiser assez rapidement, etc. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai fait tout ça. Et du coup, moi, je n'étais pas forcément moi-même Covid-proof, mais il faut dire que je m'en sors plutôt bien. Là, aujourd'hui, si tu veux, c'est... Pardon, je te pose là-dessus, parce qu'on va revenir sur l'aspect qui a été challengé quand on prenait un café juste avant par François, mon associé, sur le côté retraite. Est-ce que c'est vraiment une retraite ? Parce que tu as quand même ces choses à gérer, finalement. Tu es un gérant, mais tu essayes de faire en sorte que ce soit tes gérants eux-mêmes qui s'en occupent et que toi, tu en fasses le moins possible. OK. Mais en soi... Je veux dire, un achat d'une boîte comme ça, pour certains, c'est l'aventure de leur vie. Toi, tu me dis, c'est juste un side business, c'est un petit truc qui me permet d'être à la retraite. Mais les gens à qui tu as racheté ça, en fait, eux, c'était l'aventure de leur vie. Tu vois ce que je veux dire ? C'est juste une question de mindset, ça, d'état d'esprit, pardon ou... Ouais, je pense, parce que, tu vois, c'est comme acheter un appartement pour moi aujourd'hui. Acheter un appartement, je pense, pour, 80-90% des Français, c'est une histoire d'une vie. Moi, aujourd'hui, j'achète un appartement, c'est une commodité. Oui, non, mais c'est ça. Je regarde, c'est du béton, peut-être pas du béton d'ailleurs, et je suis très factuel. Une entreprise, pour moi, c'est à peu près la même chose. Je regarde, et ça dépend quel type de projet, mais une entreprise, ça peut aller d'un simple site internet à une boîte avec 45 salariés. Ça, moi, je l'ai pas fait, la boîte 45 salariés. C'est peut-être un truc que j'aurais aimé faire cette année, mais là, j'ai plus trop de cash, mais bon, on va voir comment ça fonctionne. Et si tu veux, c'est à force de le faire, c'est comme tout dans la vie, à force de faire des choses, finalement, ça devient des habitudes. Et c'est comme faire un podcast, comme ton podcast, que je crois que la génération de Do It Yourself qui est le plus écoutée. Demain, tu donnes l'antenne à quelqu'un, je pense qu'il va pas être très, il va avoir peur. Hein. Mais toi, c'est bon. Maintenant, tu le fais, etc. Donc, je pense qu'à force de le faire, et c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est
au moins la méthode FIRE, le mérite, c'est que tu avances. Et à force de faire des choses, finalement, tu t'étoffes et tu peux continuer à avancer. Et pour vivre, par exemple, ce que je vis aujourd'hui, tu vois, par exemple, 4 millions de dettes. Ok. 4 millions de dettes, une crise, etc., la pression que ça représente. C'est ce que je voulais revenir là-dessus. 4 millions d'investis ou 4 millions de dettes, c'est 4 millions qui ne t'appartiennent pas en grande partie. Enfin, 4 millions de dettes, ils ne t'appartiennent pas à 0% d'ailleurs. En l'occurrence, c'est une dette, quoi. Tu dois rembourser 4 millions que tu as investi pour racheter ces boîtes, pour acheter des bureaux pour du coworking, pour acheter des biens immobiliers. Je précise ça. Mais, okay. C'est ça. J'ai pas revendu une belle start-up et pas trop dilué pour avoir un peu d'argent. Non, en réalité, moi, en patrimoine net, je suis un peu plus d'1 million. Et après le reste, donc en 5 millions investis, c'est 4 millions de dettes, donc ça appartient à la banque. Moi, ça ne m'appartient pas. Et généralement, la machine, elle tourne bien. En fait, c'est une machine à construire du patrimoine qui est assez importante quand on maîtrise bien les trucs, quand ça roule bien. Mais quand ça roule un peu moins bien, c'est un peu plus compliqué. Pour revenir à ta question sur la méthode FIRE, pour moi, tout fonctionne toujours très bien. Elle est tout à fait d'actualité. Et d'ailleurs, si on regarde la bourse, finalement, la bourse s'est plutôt bien débrouillée l'année dernière. Et encore cette année. Après, ça dépend dans quoi on a investi. Non, mais oui, je suis le premier. Je ne sais pas si tu as écouté des épisodes de la Martingale, j'en ai parlé un peu, mais moi, je fais partie de ces Happy Few. Ouais, Happy Few, c'est eToro Traders ou c'est Covid Traders, où en fait, j'ai eu cette idée de me dire, tiens, j'ai envie de tester un truc là maintenant, à force d'écouter des tas de gens sur ce podcast. Et puis, j'ai ouvert mon compte le 15 mars. Et puis, après, à partir du 15 mars, j'ai mis pas grand-chose, tu vois, quelques milliers d'euros, mais par mois, en fait. Et je suis rentré, avec la bonne idée de mettre du Bitcoin. D'ailleurs, j'ai pas regardé. Bon, alors ça, c'est complètement erratique. Mais voilà. Et finalement, j'ai fait une belle année. Mais en effet... une fois que si t'as pas vendu à la baisse, c'est pour ça que je te posais la question finalement, et c'était ta stratégie d'ailleurs l'année dernière, avant tout ça, tu me disais faut pas vendre, en fait c'est pas l'objectif, quoi. Oui, j'ai absolument pas vendu à la baisse. Alors il s'est retrouvé un moment où j'avais quand même des enjeux de trésorerie, et donc j'ai attendu juillet-août, où là j'ai revendu pas à la baisse, c'était remonté, et là j'ai dû ressortir de l'argent sur j'investis dans plusieurs choses, et il y a un de mes investissements, j'ai dû le ressortir. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin de trésorerie. En fait, j'ai besoin de rassurer les banques. Il y a quand même un moment, il y a quand même une discussion avec le banquier. Écoute, Victor, là, ton argent rentre plus trop sur tes comptes de boîte. On devrait être à 80-100 000 euros par mois. Là, tu es à 3 000 euros. Qu'est-ce que tu fais, quoi ? Et, du coup, j'ai dit non, mais vous inquiétez pas. Ils me font ouais, mais rassure-nous. Donc, bam, j'ai remis 100 000 euros dans la boîte, qui part très très vite, mais au moins, ça rassure. Ok. Je reviens sur cette question maintenant que tu as répondu sur le centre, mais est-ce que du coup, tu as dû ajuster ta stratégie ? Est-ce qu'il y a des secteurs ou des nouvelles choses que tu vas travailler du coup après, fort de cette année d'expérience ? Ouais, alors déjà, je suis pas à l'abri de me séparer de certains actifs aujourd'hui. Donc, par exemple, les espaces de... En fait, le nerf de la guerre de FIRE, c'est un peu de gérer au mieux son temps. Et de gérer au mieux, de mettre son argent dans ce qui rapporte le plus par rapport à ce qu'on peut faire, et de gérer au mieux son temps par rapport aux engagements qu'on peut avoir. Et là, aujourd'hui, j'ai tellement eu de problèmes sur des espaces de coworking, etc., que je ne suis pas à l'abri de me séparer de certains d'entre eux. Deuxième chose, pour faire face en fait à cette baisse de business... Il reste des bons business, pardon, si ça intéresse des gens qui nous écoutent, ils peuvent te contacter ou ils peuvent me contacter, donc sur tout ce qui est coworking, etc. Je pense que maintenant, c'est devenu industriel. Je pense que c'était bien les 5-6 premières années quand moi je l'ai lancé. Et maintenant, il faut avoir quand même quelques KPIs pour bien s'en sortir. Okay. Mais sinon, dans la plupart du temps, c'est pas forcément ce qui est plus intéressant. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est là, par exemple, pour faire bref, en fait, moi, j'ai relancé des nouveaux business, du coup. En fait, quand on a... j'aime bien la métaphore du surfeur en face d'une vague. Il y a un moment, je suis allé voir ma sœur en Australie, et je fais du surf à Surfer Paradise, si tu veux tout savoir, c'est super. Et en fait, tu vois, quand tu es débutant, que tu es avec ta planche bleue, là, tu as des grosses vagues qui arrivent, et ça se trouve, les vagues, elles sont trop grosses pour toi. Et à un moment, au lieu de te confronter à ces vagues-là, peut-être attends un jour, et peut-être que les vagues sont un petit peu plus petites et que tu pourras les surfer. Et en gros, moi, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que premier confinement, je me suis confronté à la vague. Je me suis dit, OK, je vais tout faire pour que mes business actuels fonctionnent. Et du coup, j'ai dû me séparer de personnes, etc. Donc, j'étais reparti à Annecy, qui était très bien à Annecy. C'est plutôt elles qui m'ont quitté d'ailleurs, parce que grosse remise en question. Et je pense que là, on va voir ce que ça a donné les boîtes. Mais à mon avis, beaucoup de collaborateurs vont partir. Et bref, et juste après, je me suis dit, écoute, maintenant, au lieu de te confronter à un truc qui est un peu trop gros pour toi et qui revient et que tu passes pas les vagues, crée des nouveaux business. Tu as fait ça, je ne sais pas combien de fois, donc relance des nouvelles activités Covid-proof. Et du coup, j'ai dû relancer des activités Covid-proof pour me rassurer et refaire entrer des liquidités.
Du coup, je me suis remis. Ce qu'on voit beaucoup moins, en fait, quand on parle souvent avec moi, on parle beaucoup plus de la casquette immobilière, etc. Mais tu n'atteins pas des montants comme ça si tu n'as pas des business à côté. C'est pour ça que dans la stratégie, il y a toujours le business à un moment. Et du coup, j'ai relancé des activités Covid-proof, online, comme certifiemoi.com. C'est une boîte de certification pour organismes de formation, un truc bien chiant, bien niche, et maintenant qu'il est un peu moins. Et en gros, quand tu organises de formation, tu as besoin d'être certifié pour avoir accès. Datadog. Exactement, là, le Calliope CP, FRNCP, diplôme, etc. Et du coup, là, j'ai fait tout j'en ai certifié moi pas mal, parce que j'en ai aussi. Et du coup, j'ai fait un module assez automatisé pour aider les organismes de formation. Oui, parce que c'est toujours la clé. J'allais te dire, en fait, tu nous prends pour des pimpins, parce que tu nous dis que tu es à la retraite, mais en fait, tu montes quand même un business. Et encore une fois, pour certains, le certifiemoi.com, ce serait l'aventure de leur vie. C'est juste que toi, tu as une vision aussi de tout ça, qui est de te dire, je crée des assets qui sont ensuite au maximum automatisés, ou ce que je peux pas automatiser, c'est quelqu'un d'autre que moi qui le fait, c'est ça? Alors, c'est ça, oui et non. En fait, là j'étais dans une condition... Normalement, j'aurais pas dû me retrouver là. En vrai, hors Covid, j'aurais jamais dû me retrouver dans cette situation. Pour moi, c'était... je quittais Banking, j'étais bien. Et là, je profitais de mon errance au début d'être à la retraite pour me demander ce que j'allais faire comme autre projet. Mais moi, j'allais continuer à faire des projets, pas forcément lucratifs. Je pense qu'il faut toujours que ce soit lucratif parce que sinon, ça marche pas. Et là, quand tu te retrouves dans un moment où en fait tes business... Enfin, il faut quand même se dire un moment, c'est quand tu vides ton capital. Et je pense qu'on pourra en discuter avec François, mais ça change tout. Quand vous avez plus de salaire qui tombe tous les mois et que c'est vos immeubles qui vous rapportent de l'argent et vos side business dont vous n'êtes plus dedans, qui sont automatisés ou gérés, ça change tout. Et quand à un moment, le risque de cette stratégie, c'est à un moment il y a quelque chose qui marche moins bien, qu'est-ce que vous faites? Et c'est pour ça que moi, déjà, je suis dans des montants qui sont assez importants pour me mettre de la sécurité. Et il y a d'autres personnes qui n'ont pas ces montants-là, pas cette sécurité-là, qui n'ont pas les mêmes besoins. Mais moi, normalement, tout était bien. Après, dans ma façon de le faire, c'est pour ça qu'une de mes sœurs, d'ailleurs, Marie, me dit que je suis assez hardcore. C'est parce que moi, chacun des piliers... Marie, t'abuses, il n'est pas du tout hardcore, il est très soft. Hector, pas très soft. Ouais, tu vois, très, très soft. et en gros, tu vois... moi, je pousse les trucs à fond. En même temps, j'aime ça et je suis, je pense, assez compétitif là-dedans. Mais à l'immobilier, j'ai poussé à fond. La bourse, je l'ai poussé à fond. Et le side business, j'ai poussé à fond. La bourse, peut-être un peu moins. Peut-être que je peux aller un peu plus dedans. Mais j'ai pas vu un ROI beaucoup plus important. Et tout ça pour te dire que oui, ça peut être l'histoire des vies d'une personne. Sauf que je pense que ce que tu disais, là, le growth mindset, et te dire que tu peux en fait aller plus loin et que oui, tu peux racheter une boîte. Oui, tu peux... faut beaucoup d'énergie, c'est pas fait pour tout le monde, mais tu peux le faire. Après, ça correspond pas à tout le monde. Non, mais là où je suis partagé en t'écoutant toi, et je crois pas que ce soit, on va en parler aussi avec toi, François, et avec toi, Christophe aussi, mais finalement, de temps en temps, moi, quand je lis la retraite à 40 ans, je me dis, mais c'est pas pour moi, c'est pas du tout mon mindset, tu vois. Et quand je t'écoute toi, j'ai pas l'impression qu'on soit si loin, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu sautes d'un truc à l'autre et les pieds en éventail sur une plage, c'est pas forcément ce que tu cherches. Mais c'est un peu le trick de jouer contre le game j'ai noté tout à l'heure, tu vois, qui pourrait être le titre de l'épisode, mais la machine à construire du patrimoine, c'est assez rigolo, en fait. T'as un peu l'impression de tricker le système. C'est plus aussi un peu ça qui est rigolo. Dans les choses que j'ai pu étudier en 2020 notamment, c'est toutes les boîtes... justement le value investing et toutes ces choses-là, avec notamment les SaaS B2B, donc les business par abonnement en ligne, en SaaS. D'ailleurs, je pense que vous allez nous parler d'un certain nombre de choses après, mais on est vraiment dans ce genre de choses où finalement, il commence à y avoir des boîtes américaines. Nous, on commence à être approchés pour certains business qu'on connaît ou qu'on a créés par des fonds canadiens, américains, israéliens qui viennent nous voir et qui nous disent je cherche à racheter ça. Et ils savent très bien ce qu'ils veulent racheter comme business parce qu'ils veulent des trucs qui sont des machines à cash, quoi, des cash cows, comme on dit, quoi. C'est que ça. Si on regarde les boîtes SaaS, donc ça, c'est software as a service, donc des abonnements en ligne, en software, quoi. Abonnement en ligne, donc une vraie boîte SaaS, c'est quoi? C'est 80-90% de marge. Donc quand vous payez par exemple, vous, 100 € par mois pour Zoom, si vous avez un compte pro, Zoom, ils font 90 € de bénéfices. De marge brute, quand même. De marge brute, pas loin du bénéfice, en fonction des réinvestissements R&D. Et du coup, en fait, ces boîtes SaaS, en fait, quand elles font des levées de fonds, c'est pour une garantie derrière
d'avoir quelque chose qui... alors, je donne les chiffres de Zoom, hein, j'ai aucune idée de ce qu'ils font, mais grosso modo, l'idée, c'est ça. C'est de mettre, par exemple, ils mettent 1 million en R&D, ils vont mettre 1 million en marketing et en commercial, et ils sont sûrs qu'ils vont faire un x7, x10 en 5 ans, et après avoir une telle marge que c'est très agréable pendant le temps où ça vit. Et finalement, quand on lance des side business, c'est la même mentalité qu'il faut avoir, mais à un autre niveau. C'est-à-dire avoir un niveau plus bas. Et d'ailleurs, là, en ce moment, un truc que je fais beaucoup, parce que pour moi, peut-être ce qui est le plus dur, c'est peut-être le side business. Un vrai side business qui fait de l'argent, c'est ce qui est le plus dur. Si possible, sur un modèle SaaS. Et là, d'ailleurs, il y en a une cinquantaine des membres Fire. On a lancé des side business l'année dernière, depuis août. Alors, j'ai fait un truc qui s'appelle l'école du side business. Et dedans, on fait un week-end et on les accompagne pendant 3 à 6 mois. Alors là, je peux te faire un retour en fait, sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. C'est que je pense que les personnes qui viennent dans ces week-ends-là, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'elles ont aussi un job à côté et qu'il faut être prêt à avoir une résilience assez forte. Parce qu'en réalité, ce qui va faire que votre side business marche ou pas, en fin de compte, c'est est-ce que vous arrivez à bosser, à tenir le coup quand vous avez des choses négatives qui arrivent sur le business. C'est la seule différence. Mais si vous bossez et que vous vous focalisez sur le processus, oui, ça va marcher. C'est facile à dire, hein, c'est comme un régime. Ouais. Voilà, tu vois, moi, je suis toujours pas retourné à 70 kilos depuis, 3 ans. Voilà, j'y arrive pas. Bon, les side business, ça marche mieux pour moi, je sais pas. Ta priorité est là. Et pour répondre à ton truc, pour moi, un vrai rentier, si j'étais vraiment rentier Fire, effectivement, sans rien faire. En fait, c'est la grosse critique qui est faite au Fire. En gros, aux États-Unis, il y en a plein qui disent « Ouais, non, moi, je ne veux pas me lancer dans l'immobilier parce que je deviens un landlord ou landowner. » Et en gros, je me retrouve à gérer les problématiques de tuyauterie de mes locataires. Et en fait, l'astuce à un moment, c'est que généralement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on leverage pas mal avec l'immobilier pendant un certain temps. Donc, on a pas mal de dettes, on rembourse la dette et ça avance. On peut se mettre Fire à un certain moment, mais on décide de ce que ça veut être. Pardon, je retraduis ce que tu as dit, on leverage pas mal l'immobilier, c'est que tu empruntes beaucoup pour l'immobilier parce que c'est le seul endroit où tu peux emprunter. Parce que, en l'occurrence, si tu vas voir ton banquier pour lui dire je vais me lancer un side business dans le SaaS B2B, il va te regarder et tu lui demandes 40 000 ou 1 million d'euros, il va te dire mais t'es qui, tu vois, donc voilà. Il va dire Pôle emploi et prêt d'honneur. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, l'immobilier, tu peux le faire. Et à un moment, tu sais très bien, il y en a beaucoup dans leur Fire, ils vont dire ok, moi, ma conception du Fire, c'est que chaque matinée dans la semaine ou 2 matinées dans la semaine, je gère mes biens immobiliers et je gère mes investissements en bourse et mes side business. La vraie version du truc, c'est qu'à un moment, tu ne fais plus rien. Et ce qui te permet réellement de ne plus rien faire, c'est soit tu as assez de marge dans l'immobilier pour tout sous-traiter et que ça marche bien, très dur à faire. Mais on peut déjà, il faut être full propriétaire au moins. C'est-à-dire que ça marche mieux quand tu as... Enfin, quand tu es 4 millions ou 3 millions ou 2 millions que tu as dans l'immobilier, ils t'appartiennent à toi, donc ils ne servent pas à rembourser le patrimoine que tu es en train de constituer. C'est rassurant, mais si tu as des choses qui sont vraiment rentables, tu peux le faire. En fait, tu attends d'avoir 1 ou 2 biens remboursés, comme ça tu as ta stabilité. Et après, bon, tu as quand même du cash flow positif. Ouais. Donc, tu as entre 300 et 1000 euros par appartement qui tombe, en fonction de la fiscalité, etc. Et là, à ce moment-là, tu prends souvent un agent immobilier. Et tu lui verses quasiment un salaire pour qu'il s'occupe de tous tes biens. Parce que lui, il sait faire tous ces trucs-là. Et après, toi, t'es peinard. Et sinon, sur la bourse, c'est quand même beaucoup plus pratique. Parce que quand tu as tes investissements en bourse et que ça tombe, la version purement américaine, voilà, t'es plutôt bien. Parce que bon, tu as un crack, donc il faut quand même faire attention et vérifier que ça ne divise pas assez. Par exemple, si tu as tous tes investissements en bourse, que tu es crack et que tu connais, là en l'occurrence, Covid, ça va, mais s'il y a eu un réel impact, t'es pas très bien. Et d'ailleurs, on a pas mal d'Américains qui en fait sont en lean fire, donc avec peu d'argent par mois, qui sont soit en Espagne, soit en Thaïlande, ont dû rentrer et retourner chez leurs parents parce qu'en fait, ils s'étaient mis en fire avec 600 000 $ en bourse ou 1 million de dollars en bourse. Et à un moment, il s'est dit, ouais, en fait, j'ai peur, je panique et tout. Ils sont rentrés parce qu'ils avaient peur à ce moment-là. Et il y a plusieurs moments où ça fait ça. C'est qu'une approche. Hein. Là, tes parents te disent le mouvement Fire, j'aime pas trop, quoi, nécessairement. Il y en a d'autres, hein, tu sais. Je pense que là, à mon avis, il y a pas mal de gens qui retournent chez leurs parents. Hein. C'est vrai. Alors vous, François, Christophe, vous êtes bon, alors à 2 stades différents de ces mouvements. Rapidement, Christophe, par exemple, toi, tu disais, je suis bientôt Fire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et dans le contexte et même dans l'absolu, comment tu as organisé tout ça ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? C'est juste que demain, si je veux démissionner et faire les projets que je veux, quand je veux, me lever à l'heure que je veux, me coucher à l'heure que je veux, c'est faisable. Parce que j'ai aujourd'hui
suffisamment d'immobilier pour toucher des loyers qui me permettent de vivre avec ça. T'as commencé quand ? J'ai commencé en 2016, j'y ai commencé sérieusement. Ah oui, donc c'est assez récent. C'est assez récent, ouais. Ah, oui, non, parce que en fait, j'ai toujours été... donc j'ai un profil très différent de Victor. J'ai toujours été un peu frugaliste, même beaucoup frugaliste. Et je vis de peu, donc j'ai pas besoin de 8 000 € par mois pour vivre. J'ai besoin de vraiment pas grand-chose, moi. Et c'est ce qui fait que c'est beaucoup plus facile pour moi de pouvoir dire que je vais être Fire. Combien j'avais calculé que entre 1000 et 1500 €, je suis luxe, moi, par mois. Et là-dessus, t'as ton loyer ? Je suis propriétaire. Ok. C'est remboursé. Donc, du coup, Et t'es propriétaire, mais ça, tu l'avais acheté avant ? Je l'ai acheté en 2010. Donc ça, Okay. en fait, c'est pour ça que je te dis que ça n'a pas commencé vraiment en 2016. J'ai fait la préparation du truc sans en être conscient. Mais en 2016, je me suis dit, attends, là, c'est pas possible. Il faut que tu sois un peu plus malin que juste travailler pour des boîtes et tout ça où ça te rend malheureux. Comment tu peux faire pour t'en sortir? Et en même temps, à côté, j'ai aussi beaucoup lu sur l'écologie, parce que je me suis dit, si tu commences à te lancer dans des investissements à très long terme et que tu vois qu'il y a des trucs quand même qui se passent, tu mets des articles de côté sur les problèmes qui se passent dans le monde, et si tu les lis pas, tu vas faire des bêtises. Et en fait, la construction de mon patrimoine s'est fait en parallèle avec une éducation sur l'écologie et sur le long terme qui a un peu changé la donne. Par exemple, moi, j'investis pas du tout en bourse, comme Victor, ou comme la plupart des gens de la communauté Fire, parce que je considère que le monde dans 20 ans sera tellement chaotique que on va vivre crise sur crise, et c'est trop risqué. Alors, je dis pas qu'on va pas pouvoir faire d'argent ces 20 prochaines années, mais ça va ressembler à du Bitcoin, je pense, la bourse. Donc autant aller sur le Bitcoin direct. Autant aller sur le Bitcoin direct, en effet. Effectivement, en 2016. Enfin, c'est pas le Bitcoin, mais sur une autre asset. Une crypto ? Ouais. Laquelle ? J'ai vu là que tu avais sur ton écran que tu avais du Bitcoin. C'est un truc de boomer, ça. Faut acheter l'Ether maintenant. Ouais, j'en ai aussi. J'en ai autant, et j'ai fait plus sur l'Ether, en effet, en un an que sur le Bitcoin. J'ai investi moins et j'ai le même capital aujourd'hui. Ouais. J'ai investi un tiers de moins. Mais surtout, à long terme, c'est plus intéressant parce que, après, le Bitcoin pourra peut-être servir de réserve de valeur, je ne sais pas, mais il n'y a pas vraiment de projet dessus avec Ethereum. En fait, tu as déjà beaucoup d'entreprises qui sont pluguées dessus. Il y a un écosystème qui est vraiment... J'ai vu que tu avais déjà fait des on en a un peu parlé, mais c'est intéressant. Le fondamental, c'est que l'Ether, ça sert à d'autres choses que à être une crypto, quoi. C'est une techno de base comme le HTTP, un protocole. Tout à fait. Et puis, si on parle d'écologie, pour être vraiment aller vite, le Bitcoin, c'est un système de proof of work, preuve par le travail, qui est très énergivore. Et le projet sur Ethereum, c'est de pouvoir faire ça en mettant en gage, en fait, une partie de ces Ethers pour pouvoir valider les transactions. Et ça n'est pas aussi énergivore que sur le Bitcoin. Ok, on va pas rentrer dans cette technique, même si ça m'intéresse, parce qu'en effet, il y a des choses qui me restent à comprendre, c'est que je crois que l'Ethereum n'est pas comme le Bitcoin en nombre limité pour l'instant, c'est ça, hein? Oui, il n'y a pas de nombre limité, effectivement, donc c'est plutôt inflationniste comme monnaie, donc théoriquement, tu ne devrais pas avoir des montées aussi élevées. Après, tout ça, de toute façon, c'est de la spéculation aujourd'hui. L'Ether pourrait fonctionner, Ethereum pourrait fonctionner avec un Ether à 10 €. Ça ne changerait pas grand-chose. Maintenant, plus l'écosystème est actif avec du monde, il y aura forcément plus de demandes. C'est difficile de prédire l'avenir, mais en tout cas, la technologie, elle me semble plus intéressante. Je pourrais rester sur les cryptos 2 heures, mais je vais me retenir. Alors, pour comprendre juste en détail, tu me dis 2010, tu as acheté ton appart et tu es propriétaire. Ça veut dire que tu as fait un emprunt très court ? En fait, j'avais épargné depuis tout petit. Ok. Sans jamais rien acheter. Je suis quelqu'un qui est vraiment... T'es une barre de fer de nature, toi. Je suis pas très intéressé par le marketing, et on me propose des trucs, j'en veux pas particulièrement. Et j'ai vraiment rien, quoi. J'achète pas les choses, sauf si vraiment je trouve que ça a une utilité. J'ai toujours été comme ça. Aujourd'hui, je commence à m'assouplir un peu parce que j'ai été ces dernières années pour pouvoir avoir un prêt bancaire, justement,
très très hardcore à vraiment compter tout ce que je peux compter à vivre sur mes tickets resto, quoi. Okay. Et donc là aujourd'hui, maintenant que j'ai mon crédit, que ça tourne, je commence un petit peu à me dire tiens, c'est pas mal d'acheter du bio aussi. Enfin, tu vois. Je suis le premier à pas à essayer. Je leur disais encore hier soir, mes auditeurs entendent parler de ma fille tout le temps, mais c'est la plus grande. Je le dis aussi à mes fils, hein, mais que elle me demandait si elle réussissait tel truc en maths, si je lui achèterais telle chose. Et je lui dis mais en fait on s'en fout, ça va pas te rendre heureuse. Pourquoi tu veux que je t'achète telle chose en fait, sachant. Et c'est super dur. Enfin, moi j'ai aucun mérite, je suis comme ça naturellement. Je sais pas pourquoi, et je vois très bien que c'est super dur. Mais quand tu dis je relâchais un peu, est-ce qu'il y a quand même un moment où c'était dur? Et est-ce qu'il y a un moment où ça peut te rendre malheureux? À l'inverse, je crois pas que ça te rende heureux de dépenser plus. Est-ce que quand tu serres trop fort, ça te rend malheureux? Ou c'est quoi le... C'est un peu, quand vraiment tu vas dans les extrêmes, c'est un peu fatigant parce que en fait, tu mets ton énergie à trouver le truc. Tu vas faire 2 magasins pour trouver un truc qui va être 10 centimes moins cher. Enfin, tu passes beaucoup de temps pour gagner peu. C'est très gagne petit. Mais et aujourd'hui, ça ne peut plus être ma mentalité parce que le temps que je vais y passer va être trop coûteux par rapport à ce que je vais y gagner, quoi. C'est ce qu'on disait avec Victor en parlant d'un projet tout à l'heure dans lequel, avec un partenaire, là si on parle pro, hein, je ne parle pas perso, mais on a dépensé 50 000 euros. Il y a eu une grosse négo, il nous demandait 200 000 euros sur quelque chose. On a dit non, ça sera 0, c'est impossible. Puis il nous a dit moi, j'irai jamais en dessous de 50. Et nous, on a mis 50 000 euros en lui disant ok, mais tu gères tout. Et je disais, mais c'est le meilleur investissement de ma vie. C'est-à-dire qu'en gros, j'aurais pu éviter de dépenser ces 50 000 euros, mais le temps économisé est tellement massif en face dans ce trade-off, dans cette négociation, que finalement, nous, on a gagné beaucoup plus avec toutes les équipes et les personnes qu'on n'a pas focus là-dessus, concentrées là-dessus pendant des semaines ou des mois, que finalement, voilà, donc de temps en temps, faire attention, c'est aussi un peu ce que tu dis, à pas essayer de gratter 10 centimes parce qu'en fait, t'es perdant. Ouais. Mais ça dépend où tu en es dans ta vie. Quand tu commences tout en bas, en fait, 10 centimes, c'est pas rien parce qu'un jour, ces 10 centimes, ils te permettront d'avoir beaucoup plus. Bon, 10 centimes, l'exemple est peut-être un peu exagéré, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais, et pardon, et après tu dis 2016, donc tu fais tes autres investissements, et c'est pareil, donc là on est 5 ans plus tard. Sur cela, c'est des choses que tu payes encore, en revanche, ou il y en a qui sont déjà payés dans tes investissements immobiliers. J'ai acheté vers 2000, je sais plus trop, mais je crois que 2014, 2014, j'ai acheté un box parking avec du coup des économies que j'avais, et là je savais pas trop encore où j'allais. Je savais juste que là à ce moment-là je démissionnais, je partais 3 mois aux États-Unis, et je me suis dit j'investis juste avant, et comme ça j'ai un petit peu d'argent là-bas qui tombe. Et puis en revenant, j'ai essayé de monter des business pour pas retomber dans le salariat, ça n'a pas bien marché. Et finalement, je me suis dit, bon, bah là, je vais investir dans l'immobilier. La banque m'a dit, mais attendez, vous êtes freelance, qu'est-ce que vous faites là? Donc, je leur ai dit, bah, je vais chercher un CDI, je reviens, c'est ça l'idée. Ouais. Puis après, je démissionnerai. Et bon, ils savaient pas trop quoi me dire. Ils me disaient, bah, en gros, ils me disaient oui, mais ils pouvaient pas le dire. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Tu rentres dans les cases. Ouais, c'est ça, voilà ce que j'ai fait. Je me suis fait en sorte d'être dans les cases. Et puis, finalement, j'ai pas emprunté tout de suite. Parce que comme je vivais vraiment avec mes tickets restaurants, bah, j'accumulais de l'argent que j'avais pas l'habitude de voir. Et j'avais suffisamment d'argent pour acheter un studio centre-ville d'une ville en France. Et on peut mettre des montants, juste ouais. Tu gagnais combien, t'économisais combien? Alors, mon salaire était je sais pas, je crois que c'est en brut 2005, ça devait revenir à 2003 en net. Et donc, j'arrivais à économiser, parce que ça doit être hors ticket resto, donc j'arrivais à économiser peut-être 1 900, 2 000 euros. Ouais. Bah oui, dès que tu n'as plus de loyer, ça va vite. Hein. C'est surtout ça, hein, surtout à Paris, hein, c'est compliqué. Et donc forcément, en 2 ans, j'avais plus de 40 000 euros de côté. Et puis un studio, en fait, 40 000 euros, c'est faisable. Et ça se passe comment au niveau de la vie sociale? Bah, ça va. En fait, quand tu vas avoir des potes, t'achètes une bouteille comme tout le monde, et en fait, ça fait partie de ton budget. C'est ce qui te coûte le plus cher quelque part, en fait. Mais ça se voit pas, en fait, parce que moi, tu vas pas au resto? Non, je vais pas spécialement au resto. Puis en plus, j'ai atteint un âge où en fait, les potes, ils ont des enfants, donc ils vont plus au resto. Et donc, voilà, de temps en temps, tu sors, tu bois une bière, et puis c'est tes dépenses du mois, mais tu vas pas tous les soirs. Tu fais pas la fête tout le temps, de toute façon.
toute façon, quand tu es salarié et que tu as 35 ans, ça devient un peu difficile de sortir toute la semaine. Et, Donc toi, tu es plus hardcore que Victor, en tout cas, sur tout ça. je sais pas. Mais on n'est pas au même niveau, en fait. Victor a peut-être connu ça il y a quelques années, je sais pas. Moi, il y a un moment, en fait, quand j'ai commencé dans la vie active, je dépensais beaucoup, mais c'était un peu revanche. Enfin, j'étais en banque d'affaires, tout ça, donc c'était un univers un peu particulier. Et après, je suis allé beaucoup plus dans ton mode. D'ailleurs, je sais pas comment ma copine a supporté ça pendant toutes ces périodes-là, mais du coup, là, j'étais vraiment en grosse épargne. Et là, maintenant, aujourd'hui, un petit peu moins, parce qu'indirectement, j'ai plus besoin d'être en ce mode-là. Mais je vais pas quand même faire des trucs de folie. On en parle un peu dans l'épisode 1, en effet. Moi, mon espèce d'énorme monument au milieu de ce truc-là, c'est ce moment au resto où tu partages l'addition et où à la fois, ça peut te sembler faire si certains ont vraiment fait gaffe et tout ça, et à la fois, c'est chiant de demander ou de... donc, voilà, c'est intéressant. Mais aussi, dans la différence, c'est que toi, tu es moins investi dans d'autres business, ou peut-être c'est un truc que tu m'as pas encore dit. Dans d'autres business, non, j'ai créé un peu grâce à Victor d'ailleurs, parce que je suis passé par son école du side business. En fait, des side business, j'en ai fait des tonnes dans ma vie. Ça n'a jamais marché parce que je suis jamais passé jusqu'à l'étape de la monétisation. Et puis j'abandonnais trop vite, j'avais 40 projets dans la tête, ça va pas assez vite, je fais autre chose et tout ça. Et donc là, ça m'a cadré, et en fait, j'ai un peu, je me sens obligé vis-à-vis de lui de continuer, de faire en sorte que ça, voilà. Et donc on a fait un premier side business sur les tiny house, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, parce que c'est des modes de vie qui sont très faibles en émissions de CO2. Tiny house. Ouais, les tiny house. Tu vois ce que c'est? Ouais. Non. Non, c'est les maisons en ossature bois, mais qui sont très petites et qui sont, pour certaines, mobiles. Donc tu peux les déplacer un peu n'importe où. Okay. Et tu vis dans un petit endroit que tu chauffes très vite et très facilement, ça te coûte rien. Et bon, c'est un mode de vie hyper intéressant. Ouais, j'en vois une à 5200 € par exemple. Voilà, ouais, c'est pas cher et t'as une maison. Okay. Ouais, alors, bon, le problème, c'est de trouver un terrain. Mais voilà, c'est tout le sujet. Donc, j'ai fait un site là-dessus. Je bosse beaucoup. Je suis en train d'écrire un bouquin dessus. Pour l'instant, on n'a pas trouvé comment le monétiser vraiment, mais je pense que le bouquin va se vendre. On verra. Bon, on verra ce que ça donne. Et puis là, récemment, là, du coup, j'ai fait un deuxième à côté qui s'appelle Meubler sa colocation. Parce que j'ai acheté 2 colocations l'année dernière et j'ai galéré j'avais tellement de choses à faire. En plus, il y avait une pandémie au milieu de tout ça. C'était un enfer. Et j'ai galéré la nuit, des nuits blanches à trouver tous les meubles, tous les trucs. Je me suis dit, ça a beaucoup de valeur en fait. Parce que quand tu es au milieu du projet, gagner une journée de boulot et juste avoir des liens et avec des gens qui ont déjà fait le truc, qui savent que ça marche, et donc et là ça démarre bien. Le truc a démarré il y a quelques semaines, et notamment grâce à la communauté Fire. En fait, on a un Discord avec plein de gens qui se soutiennent, et du coup j'ai pu promouvoir ça, et il y a des gens qui ont déjà acheté le truc, donc c'est super encourageant. Enfin, ça motive d'avoir des gens autour de soi qui ont un peu le même objectif, quoi. Bon, j'ai rajouté les tirets à meubler-colocation.fr, ouais, c'est ça? C'est ça, c'est pour éviter de t'appuyer sur l'annonce payante. J'ai été sympa, je t'ai économisé quelques centimes quand même, tu vois. Et j'ai lancé il y a 2 jours le Google Ads pour voir si ça marche. Et bah, tu vois, j'ai pas cliqué dessus, mais très bien. Et bah, top, je mettrai les liens évidemment là-dessus. Moi, j'en tire juste une chose pour l'instant. On va venir aussi à François, qui a été très silencieux, très sage depuis tout à l'heure. Mais c'est ce côté très entrepreneurial mais à la fois smart entrepreneurial, mais de pas avoir peur, quoi, en fait. C'est-à-dire que finalement, encore une fois, quand je dis pas avoir peur, c'est pas avoir peur de se lancer sur ce genre de choses. Tes projets de tiny house, tes projets de donc meubler sa colocation, etc. Encore une fois, moi j'ai des gens limite qui viennent me voir en me présentant leur future startup qui s'appelle meublersacolocation.com, et par moment même, moi je me prends au piège de me lancer dans un projet en me disant au début, attends, on va lancer ce projet, ça va être cool, ça va être cash flow positif très vite, et en fait ça pourrait l'être, ça pourrait complètement l'être. Je prends l'exemple par exemple
ce qui est devenu Ocus, qui était à l'origine WeFlash, qui est un concurrent de Miro. À un moment, on s'est dit, mais en fait, on va pas lever, on va essayer de faire un truc plus simple, plus petit. Très bien, on avait quelques très beaux contrats, et en fait, il n'y avait pas forcément... Enfin, nous, on se disait, il n'y a peut-être pas forcément besoin. Et là, je crois qu'ils vont annoncer leur deuxième levée, deuxième et demi, à 20 millions, tu vois. Et le projet est parti complètement ailleurs. Mais en fait, c'est possible, quoi. Et ce côté SaaS B2B, service réel, meubler sa colocation.fr, enfin, c'est finalement quelque chose qui sert à du monde. C'est comme j'ai fait une masterclass entreprendre un podcast, j'ai tout donné dedans. Et ça vaut bien, en effet, on en a vendu 500 à 250 sur le prix de lancement. Tu fais le calcul, c'est quand même pas mal, quoi. Et je sais pas jusqu'à quand ça va durer, ce truc. Ça va probablement s'estomper au fur et à mesure. Il faudra peut-être en refaire une autre. Mais voilà, je note que c'est quand même aussi un état d'esprit qui est entrepreneurial dans les grandes lignes, quoi. Ouais. C'est beaucoup de boulot en fait, hein. Faut pas se cacher. Hein. Moi, j'ai pas d'enfant. La journée, je suis face à 2 personnes qui sont maintenant Fire, mais pas moi. Je bosse 8 heures par jour pour un employeur. Le midi, je passe des coups de fil à des artisans sur ma coloc. Je gère des problèmes de fuite et tout ça. Le soir, à 19h jusqu'à minuit, je bosse sur mes side business. Ouais, donc vous êtes des gros mythos, quoi. C'est la retraite et... Moi, j'y suis pas encore. Non, mais après, il y a aussi autre chose, c'est alors, en plus, tout dépend c'est graduel. Enfin, il y a des gens qui peuvent le pousser. C'est peut-être plus tard que tu deviens vraiment full fire ou comment t'appelles ça, lean fire, donc vraiment très très poussé où tu fais plus rien. Mais en fait, selon tout ça, il y a aussi une question de kiff. C'est-à-dire que tu l'as dit tout à l'heure, ces boulots chiants que t'as pas envie de faire. Il y a un moment où ces trucs-là, moi je vois Tiny House, quand je vois ça, ça m'excite. Tu vois, je me dis ça a l'air cool. T'as envie d'aller diguer un peu là-dedans, quoi. En fait, quand tu dis que tu es fire réellement, normalement, la vraie définition, c'est tu fais rien. Lean fire, c'est tu vises peu de revenus par rapport au niveau de vie global du pays. Et ce qu'il faut voir, c'est que, en fait, quand par exemple, là, tu vois, je me suis retrouvé dans un truc, des personnes m'ont appelé, m'ont dit Victor, Johnny, un membre de la communauté fire, m'a dit Victor, j'ai envie d'acheter un appart à Metz, j'ai quitté Paris, je suis développeur en remote, etc. Je lui ai rendu visite à Metz et je l'avais un peu coaché pour qu'il trouve des apparts bien rentables, etc. Et on a fait 4 visites dans une journée. Et là, on tombe sur un appart qui était franchement rentable. Et je lui dis, Johnny, il faut y aller. Et bon, l'appartement, l'immeuble n'était pas super, le truc, etc. Enfin, tu vois, tout n'était pas parfait. Et je lui dis, Johnny, si tu l'achètes pas, moi, je l'achète. Et il m'a fait attends, je vais réfléchir, je vais attendre 2 jours, etc. Sauf que attendre 2 jours, les apparts y sont. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me retrouve heureux propriétaire d'un autre appartement à Metz que je connais pas, etc. Qui est super rentable, moins de 1000 euros du mètre carré, etc. etc. Donc alors, juste pour revenir là-dessus, quel est le trigger qui fait que tu l'achètes exactement dans le calcul? C'est le rendement, quoi. Tu as combien de rendement? Ça dépend, max 20, le moins bon cas, 16% rendement brut. 16%, c'est quand même super fat, quoi. C'est 80 mètres carrés, moins de 70 000 euros. Et j'ai 40 pour le meubler, justement, donc parce qu'il faut quand même beaucoup meubler. Et travaux, je vais avoir 40 000 euros de travaux, donc budget global, 120 000 euros. Et en fait, ces trucs-là, on a peur à chaque fois. Et là, par exemple, il ne l'a pas acheté. Les personnes avec qui on était, ils ne l'ont pas acheté non plus. Alors que même moi, je me commit dans le truc. Et maintenant, en immobilier, je fais quand même des erreurs, mais c'est rare. Et là, donc même là, c'est compliqué. Donc déjà de passer là, c'est compliqué. Dans ceux qui étaient là avec nous, il y en a, ça y est, ils ont acheté à côté d'Amiens et ils avancent. Enfin, il y a quand même des étapes à franchir. Et sur le side business, c'est pareil. En fait, tout le monde a envie de monter son site un peu e-commerce, tout ça. Mais le monter, moi, te créer un Squarespace, un WordPress, tout ça, aucun problème. On le fait en une demi-journée, même en 3 heures, on le fait, si tu veux. Mais par contre, derrière, réussir à avoir un truc où tu as des revenus récurrents, où tu vois, tout le temps que tu as bossé devant, ça fonctionne. Et surtout d'être convaincu et de ne pas se trouver d'excuses, genre je ne suis pas Mathieu Stéphanie avec une audience de 400 000 personnes tous les mois. Mais quand bien même ça, oui. Je vais dire, en l'occurrence, moi, c'est ma résilience à moi. C'est-à-dire que je l'ai créé, j'ai bossé comme un yinche, et aujourd'hui, ça a une valeur sur la martingale, sur Génération Do It Yourself, en fait, qui est jusqu'à ce que je trébuche, peut-être, mais en l'occurrence, voilà, tu vois. Et c'est du travail, mais c'est aussi de la passion. Donc, c'est ce qui est potentiellement intéressant. Non, ce qui m'interroge, on va dépasser le temps, hein, François, c'est pas grave, on n'est pas. Mais ce qui me titille finalement, c'est que là où vous m'impressionnez aussi, c'est que sur ton truc à Metz, donc quand j'entends tes montants, alors
attention, hein, je suis pas refait, j'ai pas un patrimoine de ouf, je vis bien, je suis très content, je me débrouille bien, j'investis dans des trucs, je suis très content, je suis pas du tout à plaindre non plus, donc soyons clairs, mais je suis pas riche en dizaines de millions d'euros, voilà. Mais me faire chier à acheter un appart de 80 000 euros à Metz pour faire de la coloc, je me dis, quitte à me faire chier, je préfère investir 800 000 à Paris dans un autre truc. Et le rendement, en effet, c'est toute la problématique, tu vois, parce que le rendement, en fait, à 800 000, tu t'emmerdes moins, mais ton rendement, il dépasse jamais les 10%, quoi. Et tu vois, en gros, le truc, c'est que Metz, moi, normalement, dans ma stratégie d'investissement aujourd'hui, j'aurais jamais dû acheter ce truc-là. Sauf que vu que, bon, bah, je me suis dit, allez. Pas complètement à côté de ma plaque dans le... Non, oui, aujourd'hui, moi, j'ai aucun intérêt à acheter ce type de bien. Mais je me suis dit, bon, allez, juste pour marquer le coup, voilà, on y va. Et pour moi, voilà. Pour montrer à Johnny que c'est un pimpin, quoi. Ouais, non, pour leur dire, écoutez, les gars, on y allait. La prochaine fois que vous me présentez un truc et que je dis que je l'achète, achetez-le, quoi. Si je m'embête à regarder une heure votre truc, allez-y, les gars. Et en gros, salut Johnny, au passage. et j'espère qu'il va... On t'embrasse, Johnny, t'es pas un pimpin, c'est pas vrai. Et du coup, ça, ouais, ça n'a aucun intérêt. Mais bon, là, je me fais pour me marier. En fait, je vais me marier avec ce truc-là. C'est bon, truc va avancer. Par contre, tu vois, par exemple, sur ton investissement à 800 000 euros à Paris. Non, mais je dis Paris. En fait, ça devrait pas être Paris. C'est le mauvais truc. Mais je préférerais acheter 10 fois plus grand à Metz à 800 000 euros avec le même rendement. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus ça. Mais le problème, c'est que quand tu as 80 mètres carrés, tu vas avoir 3 colocs, 4 colocs, max. C'est 3 personnes, ça tourne. Quand il y en a un qui s'en va, il faut en trouver un autre. Je sais pas comment tu te débrouilles, mais en fait, c'est relou, quoi. Tu vois? Et tout ça pour à la fin gagner net 200 balles par mois. Enfin, 800 000 balles. 800 à 1000 euros par mois. Ouais. Là, ça commence. Ouais, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux là. Ok, bon. Je sais pas à quelle échelle t'es, mais tu vois, moi, à partir de ce moment-là, ça m'intéresse. Bon. Et tu vois, le truc, c'est si on prend ton exemple de Paris, qui est effectivement pas le bon, là aujourd'hui, même si tu gagnes très bien ta vie, 800 000 euros à Paris, je suis pas sûr que tu aies les moyens de l'acheter, tu vois. Tu seras en tel cachot négatif. En plus, tu vas taper, peut-être, je sais pas où t'en es, quel est ton apport, etc. Tu vas taper l'impôt sur la fortune. Enfin, en gros, non. Par contre, tu vois. Et là, oui, effectivement, stratégie plutôt, moi je dirais, en gros, plutôt 300 à 600 000 euros immeuble en province. Oui, là, c'est plus intéressant aujourd'hui. Après, le truc, c'est, tu vois, là, en fait, il faut voir l'étape où on en est. Et en fait, là, moi, j'en suis aujourd'hui, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect ne plus avoir besoin de bosser. Moi, là-dessus, ce qui est problématique, c'est mes side business qui sont un peu tombés. Donc là, j'ai dû remettre les mains dans le cambouis. Donc là, compliqué. Et ça, c'est un risque. L'immobilier, finalement, est bien maintenu. Et si je descends mon niveau d'exigence et que je le remets aujourd'hui à presque 4 000 euros par mois et que je m'arrête là, moi, c'est bon. J'arrête tout. Et là, j'ai plus rien. Tout peut être délégué. Là, en fait, il faut qu'on fasse, que tu fasses, je serai des vôtres, mais comme un peu le Wall Street Biz, là, de ce forum Reddit, là, qui a défoncé GameStop et, qui a justement défoncé les hedge funds qui, finalement, il faut chasser en meute peut-être pour aller faire des très gros projets dans certains endroits, identifier, je sais pas si ça peut marcher à scale, tu vois, à 50, 100 pour acheter... ni 80 ni 800 mais 8000 mètres carrés, construire un truc hyper bien fait avec un rendement de ouf parce qu'on a identifié telle ville sur laquelle il y avait un gros manque de... C'est possible ça? Alors j'ai regardé des barres d'immeubles à côté de Béziers, 5 millions d'euros si tu veux, où c'est très compliqué, où tu as un peu de la mafia turque, si on peut en reparler à un autre moment. Je sais pas si j'irai là-dedans, tu vois, mais en vrai, en fait ça dépend parce que quand tu t'associes, il faut qu'il y ait de la valeur pour chaque actionnaire, si tu veux. Disons qu'on fait un immeuble tous les deux. Si moi j'ai les moyens de me leverager avec de la dette, pourquoi je le ferais avec toi? Oui, alors déjà, bon, non, l'aventure humaine ça tient pas parce qu'il y a un moment où ça marche plus, mais ça peut tenir. Moi, c'est comme ça que je fonctionne, mais ça c'est très irrationnel. Mais après, il y a aussi, tu vois, le fait d'arriver plus vite à des fonctions support qui vont gérer ta barre d'immeuble et où toi, là, t'as vraiment strictement plus rien à faire parce que tu as 8 personnes qui la gèrent, tu vois. Mais peut-être. Oui, non, là tout à fait d'accord avec toi. François. Salut, ça va? Alors toi, t'es presque l'ancien de la. Tu disais tout à l'heure, tu as 52 ans du tour de table. C'est gentil, 53, mais c'est gentil. 53, voilà. Non, mais et toi, pour le coup, tu es vraiment le retraité ici. En tout cas, si j'ai bien compris, tu as vraiment, toi, pris ta retraite. Alors, on va revenir sur votre définition de la retraite à chaque fois, mais tu ne travailles plus salarié. Tu n'es plus salarié, voilà. Ok. Mais tu ne te considères pas comme entrepreneur non plus?
Alors, non, mais enfin, de fait, c'est ce qui est en train de se passer. Parce que ce qui s'est passé, c'est donc que j'ai pris ma retraite en début d'année dernière. Ensuite, évidemment, il y a le Covid qui est arrivé. Ça donc, veut dire quoi prendre sa retraite? Du coup, ça veut dire que tu as démissionné ou du coup, tu touches une retraite, un quart de retraite, quoi. Il se trouve que... Non, je suis pas retraité. Il se trouve que la société pour laquelle je travaillais a fermé. Donc, j'ai bénéficié d'un plan social. Donc, c'est très confortable. Et j'ai décidé de ne pas rechercher un travail salarié et d'arrêter et de vivre de mes revenus immobiliers, puisque j'avais commencé à peu près il y a une quinzaine d'années à investir dans l'immobilier. Alors pas dans un but FIRE parce que ça n'existait pas, mais juste pour le plaisir et pour préparer ma retraite à 67 ans. Je pensais pas que ça me servirait avant, mais voilà. Et donc dans quelle mesure, au sens large, tu as investi dans l'immobilier à ce moment-là? C'est un petit appart à un endroit ou c'est plusieurs? Alors, j'ai commencé en fait vraiment pour le plaisir, parce que l'immobilier me plaisait. Et j'ai commencé tout à fait par hasard à acheter un petit studio à côté de chez moi en passant devant une agence. Et puis je me suis pris au jeu, puis j'ai acheté plusieurs appartements à Paris, j'ai revendu. Quand Paris est devenu trop cher, je suis allé investir aux États-Unis. Pardon, avant de tout ça, du coup, parce que là, ça s'est fait un peu par hasard, c'est-à-dire que c'était instinctif, tu étais déjà dans un mode très très rendement. Absolument pas. Où tu t'es dit, tiens, c'est pas très cher, je vais le louer, puis tiens, tu t'es dit, oh, bah, ça rapporte bien. Et puis parce que la base que tu m'as dit la dernière fois, Victor, dans l'épisode précédent, c'est il faut être net positif, c'est-à-dire une fois tout remboursé, sinon tout ça ne fonctionne pas. Si même tu payes 100 ou 200 euros à la fin du mois sur chaque bien immobilier, non, il faut gagner 200, 300, 100, 200, enfin voilà. Donc toi, tu étais déjà dans ce cas-là. Alors, non, je voulais juste équilibrer, c'est-à-dire je voulais pas mettre d'argent de ma poche tous les mois, donc je voulais que le loyer paye les frais. Et je trouvais ça déjà magique, quoi. Je pensais pas que c'était possible. Donc quand j'ai compris ça, et quand j'ai vu que c'était possible, la même année, j'en ai acheté 3, pas juste un. Et j'ai été aussi surpris de voir que la banque suivait. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a plein d'informations sur le sujet sur le net. À l'époque, il y avait absolument rien. Et comme ça, petit à petit, voilà, j'ai fait plusieurs investissements, j'en ai revendu, je me suis pris aussi au jeu des travaux, de la déco, et je le faisais à chaque fois que j'avais un petit peu de temps, c'est-à-dire que quand effectivement côté professionnel j'étais chargé, je pouvais pas faire ça, et quand il y avait un trou côté professionnel, j'en profitais. Donc ça a été assez irrégulier. Il y a eu des moments où j'investissais beaucoup, puis des moments où je faisais plus rien pendant 3-4 ans. Et ça s'est transformé en combien? C'est quelle typologie de patrimoine? Combien d'appart? Quelle valeur? Alors, j'ai beaucoup vendu et puis maintenant, j'ai plus rien à Paris. D'accord. Donc, j'ai réinvesti ensuite aux États-Unis. Quand? En 2012. Ok, donc parce qu'après les subprimes, ça avait pris une sévère claque. Donc, t'es passé après le creux de la vague quand même, mais ça commençait à remonter. Mais... Ça recommençait à remonter, mais c'était pas au plus bas. Enfin, c'est toujours difficile d'investir toujours au plus bas. Oui, bien sûr. Toujours au plus haut. Donc. Pour rappel, moi j'avais rencontré un pote suédois qui avait acheté en Floride au plus bas. Honnêtement, je me disais, le mec est chaud parce que, en gros, tu as comment ils appellent ça, des condos, là, des espèces des domaines dans lesquels il y avait des villas, ils s'étaient mis à plusieurs, ils avaient tous fait un peu d'argent et ils s'étaient mis à plusieurs, ils achetaient en mode quasiment cette fois-ci des villas dans des trucs. Et en fait, le problème, c'est qu'elles étaient à un prix très très bas parce que plus personne pouvait payer les charges. Donc l'ensemble de la copropriété avec une dette de charges et donc ceux qui pouvaient payer devaient les payer en fait. Donc eux payaient plus que les autres. Mais en échange, ils payaient des villas qui devaient valoir 2 millions, 3 millions avant. Ils les achetaient littéralement un prix divisé en 10, quoi. 7, 8, 9, 10, quoi. Donc, mais fallait quand même tous les mois sortir beaucoup de cash. Mais aujourd'hui, ils ont fait des trucs exceptionnels. Donc, c'est pas simple, comme tu le dis, d'aller au creux de la vague, je crois. Ouais. Voilà. Et puis, il y a différents types de produits comme aux États-Unis. Il y a aussi, moi, j'investis dans des petits appartements, dans des petits immeubles art déco au niveau de South Beach, qui sont pas du tout grevés de charges. Ouais, c'est ça. À Miami Beach. Qui sont pas du tout grevés de charges parce que c'est des petits bâtiments qui sont pas du tout luxueux comme on peut voir dans les films et qui du coup intéressent moins les Américains. Et c'est un hasard là-bas, tu achètes à distance comme ça. Alors, et tu vas jamais ou tu... En fait, c'était justement en 2012, il y avait la crise de l'euro. Moi, je travaillais dans une banque et on avait des scénarios de retour au franc. Donc, c'était un petit peu la panique, quoi. Et je me disais, ça serait bien de placer un peu d'argent en dehors de l'euro, quoi. Alors, par exemple en dollars, et je ne savais pas trop comment faire, et j'ai vu en sortant du bureau sur une pare-brise d'une voiture un flyer concernant, il y avait marqué « Investissez à Miami ». Bon. Donc, ça marche. Voilà. Donc il y avait une conférence dans un hôtel parisien, j'y suis allé, je trouvais ça intéressant.
Et puis après, j'ai pas investi avec cette société-là parce que elle m'inspirait pas confiance. Mais donc j'ai pris des contacts là-bas. Des jeunes qui sortaient du Fouquet sans Mercedes, c'est ça, non, pardon. C'était un peu le même genre. Ouais. Ancienne génération. Et du coup, je suis allé là-bas. J'ai pris des contacts avant, plusieurs agences, et puis finalement, je me suis bien entendu avec un agent immobilier là-bas. Ok. Et tu achètes à Miami. Comment ça se passe au niveau de l'emprunt? Tu dois emprunter aux États-Unis? Tu peux emprunter en France? Comment ça se passe? Je pouvais pas à l'époque emprunter aux États-Unis, donc j'ai emprunté en France. J'ai fait un prêt en dollars en France, garanti sur un bien que j'avais en France, qui n'était pas totalement remboursé. Donc autrement dit, la banque s'est garantie sur la partie qui était déjà remboursée. Tant te dire que ton banquier a trouvé ça compliqué, quoi. Oui, mais il a adoré parce qu'en fait, ça l'ennuyait de faire des prêts standards. Et quand je lui ai amené ça, il était super content et il a fait ce qu'il fallait pour le sortir. On parle de quel prix, quel investissement pour un bien comme ça le premier, ça a dû être autour de $160 000. Et le troisième, puisque les prix montaient, du coup, ça devait être 220, 230. Et c'est pareil, des rendements 10-15% là-dessus, pour le coup? Alors, non. Le premier, parce que c'était pas cher, le rendement était assez bon. Alors, je me rappelle plus les chiffres, mais c'était intéressant. Le deuxième, j'ai loué en location saisonnière, donc là aussi c'était intéressant en termes de rendement, et puis surtout ça me permettait d'y aller souvent en vacances, ce qui est quand même sympa. Et le troisième, par contre, effectivement, le rendement était moins intéressant, et j'aurais peut-être pas dû acheter le dernier, d'autant plus que je l'ai revendu à perte, puisque entre-temps le marché de ce type de bien aux États-Unis, à Miami, s'est retourné pour différentes raisons. Donc j'ai vendu les 3 appartements. Et si je me replace aujourd'hui, je reviens sur ton cas après, mais est-ce que vous voyez je sais pas moi, toi tu dois regarder l'international, etc., mais des endroits, des opportunités, je sais pas, sur l'IMO Tu veux dire en ce moment? Ouais. Il est complexe le moment là. Mais... D'abord, oui, voilà, le moment est complexe. Ensuite, je pense vraiment l'important, c'est de diversifier. C'est-à-dire de diversifier aussi bien en termes de monnaie, en termes de géographie, en termes de type d'exploitation. Parce que justement, quand il y a eu la crise, enfin il y a toujours, mais quand en mars on a été confiné, comme Victor, j'étais beaucoup inquiet. Mais comme j'étais assez diversifié en termes d'investissement, je savais que tout, a priori, n'allait pas se casser la gueule. Bon, puis certaines choses sont passées mieux que d'autres, d'autres moins bien, et puis globalement, je suis retombé sur mes pattes, mais c'est grâce à la diversification. Donc je pense que ça, c'est super important. Et puis, il faut se méfier aussi des sirènes, quoi. Par exemple, les investissements à Détroit, c'est super risqué. Effectivement, on nous propose des rendements extraordinaires en investissant 4 fois rien, parce qu'en plus, c'est le propriétaire vendeur qui fait le prêt. Enfin, des montages super compliqués. Mais on risque de se retrouver avec une maison qui est difficilement louable ou qui va perdre de la valeur. Il y a eu des escroqueries il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Vous regardez tous ces... Enfin, moi, je fais ça un peu, d'ailleurs, mais... les plateformes de crowdfunding immobilier, tout ça, vous faites pas ça, vous? Alors moi, j'ai testé et j'ai trouvé que c'était beaucoup de travail pour pas grand-chose. Ah ouais? Parce que, effectivement, le rendement est intéressant, on peut avoir des 10%, mais comme il y a beaucoup de demandes parce que le rendement est intéressant, il faut vraiment investir très rapidement, sinon après, on peut plus investir parce que tout est vendu. Et puis, moi, j'ai fait donc une opération comme ça. Au bout de 3 ou 4 mois, j'étais remboursé parce que le promoteur était en avance. Mais du coup, j'ai eu 10% sur 3-4 mois. Ça n'a pas d'intérêt. Moi, là-dessus, j'en fais pas mal. Là, la problématique, c'est qu'en fait, le crowdfunding immobilier, qu'est-ce qui peut faire que ça ne marche pas? Donc, pour tout le monde, en fait, ce qui est très intéressant, et je crois que 2019, ça fait 500 millions, entre 500 millions et 600 millions de collectes. C'est un truc qui augmente énormément, etc. La seule problématique, c'est que là, on investit, en gros, c'est soit un promoteur ou un marchand de biens qui va acheter une maison, la diviser, puis revendre les appartements, soit c'est carrément un promoteur qui va acheter un truc et construire, quoi. Et nous, on finance, en gros, on lui apporte du capital et le gars va se leverager énormément. Donc on apporte beaucoup de dettes. Donc l'idée, voilà, c'est que tu vas lui dire, il va lever 5 millions et derrière, il va en emprunter 20, quoi. Donc, ou 30. C'est ça. Ouais. C'est ça l'ordre de grandeur. Et après, si ça donne 10% et que c'est sans risque, et c'est quasiment le cas aujourd'hui, il y a eu très peu de cas de défaut jusqu'à maintenant. Et justement, en fait, les questions intéressantes, c'est de se dire pourquoi ces investissements-là nous feraient perdre notre capital, parce que c'est des investissements très hautement à risque. Donc, on n'est pas du tout... Il n'y a pas de garantie de capital. En gros, vous investissez. Si le gars se plante, il se plante. D'où le truc très, 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 très important là-dessus, si vous le testez. Moi, j'en teste plein aussi. Mais plein, de plus en plus. C'est-à-dire, j'ai baissé ces dernières semaines mon ticket moyen
pour vraiment en faire plus, quoi. Parce que sinon, en fait, j'avais une tendance un peu flemmarde à me dire, bon, celui-là, il a l'air bien, je mets tout là-dessus, quoi. Tout mon truc du mois là-dessus, ou je sais pas. Ouais, et ça, en gros, là, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as aujourd'hui... En fait, qu'est-ce qui fait qu'un investissement en crowdfunding immobilier peut rater? C'est déjà le délai de construction qui s'étale. Donc, en fait, nous, vu qu'on a prêté de l'argent à un certain taux, en fait, par exemple, le promoteur va devoir nous verser en fait, de l'argent sur un plus long terme. Et peut-être qu'il ne l'a pas, parce qu'on est en train de rogner sa marge. Donc déjà, il y a ça. Donc là, il y en a plein qui ont dû décaler. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont des Pinel aujourd'hui, c'est pas très loin le sujet, ils ont des décalages de 1 an et demi, 2 ans, 3 ans sur leur Pinel, parce que, Covid, problématique dans la construction, confinement, tout ce qu'on veut, etc. Matériaux, compliqué d'avoir certains matériaux. Et du coup, ça retarde. Et du coup, plus on retarde, moins il y a de rentabilité pour les acteurs. Et à un moment, ils vont arrêter. Ils vont juste arrêter. Ouais, sachant que le Pinel, en plus, la carotte tombe au bout d'un moment, si tu te déplaces. François, pour revenir à ton projet, donc tu dis que tu t'es toi lancé finalement entre guillemets dans ce mouvement personnellement parce qu'il y a eu un trigger qui était que tu as eu un licenciement économique, ou une fermeture plutôt de boîte, mais et que tu y étais déjà à moitié. En fait, tu as découvert ça et tu t'es dit, OK, là, j'y vais pleine balle il y a 1 an et demi, ou tu étais déjà sensible à tout ça avant? Alors, c'est le 3e essai. C'est-à-dire que j'ai essayé à 30, j'ai essayé à 40, j'ai essayé à 50. Parce que, je voulais, je pense que ce que je voulais, c'était vraiment une liberté de ne pas avoir à travailler en étant salarié et de pouvoir faire ce que je veux sans avoir de boss, même si j'ai eu une expérience professionnelle avec des patrons avec lesquels je m'entendais bien, j'ai plutôt un bon souvenir globalement, mais c'était vraiment ce besoin de liberté. Donc j'ai essayé à 30 ans, j'ai tenu une semaine, hein. Je me suis vite dépêché de rechercher un boulot salarié. À 40, j'ai tenté en faisant un site de e-commerce, qui n'a pas marché, mais donc au bout de 15 mois, je suis reparti au salariat. Mais progressivement comme ça, en avançant, j'ai vu ce qui n'allait pas, j'ai continué à investir progressivement en parallèle. Et à 50 ans, je me suis dit, cette fois, c'est maintenant ou jamais, quoi. Et ma boîte qui a fermé, c'était une chance parce que ça m'a permis du coup de faire un super plan sur Excel avec plein d'onglets. Et rien ne s'est passé comme prévu. Mais finalement, j'ai fait encore après plusieurs versions d'Excel. Je suis arrivé à quelque chose qui tient la route et qui me permet de... On en parlait tout à l'heure, en fait, quand on a un salaire et qu'on investit à côté, ça va parce qu'on sait qu'il y a le salaire. Quand il n'y a plus le salaire et qu'on investit, là, on vit que de ça et on ne peut pas se louper, quoi. Et du coup, voilà, je suis arrivé à un stade où j'ai quelque chose qui est suffisamment résilient à mon sens pour pouvoir dormir tranquillement. Aujourd'hui, tu as encore de l'IMO quand même? Oui. Plus en France? J'en ai très peu en France. Maintenant, je vais plutôt aux États-Unis, Angleterre, mais je vais réinvestir en France parce que c'est bien aussi d'avoir de l'euro quand le dollar se comporte moins bien. Ok. Et à chaque fois, tu fais donc des revenus, par exemple, aux États-Unis, en Angleterre, etc., etc. Donc toi, tu es imposé en France, c'est ça? Alors non, pour ce qui est immobilier à l'étranger, sous réserve de la bonne convention fiscale, tu es imposé dans le pays où se situe le bien. D'accord. Donc je suis imposé aux États-Unis, en Angleterre, et je dois faire une double déclaration en France, mais j'ai un crédit d'impôt en France, ce qui fait que je ne paie pas en France, je paie à l'étranger. D'accord. J'ai 2 questions pour toi encore. Une qui est par rapport à justement le montant de tes dépenses. Est-ce que tu es aussi, peut-être radical, peut-être pas, mais en tout cas précis que Christophe et Victor? Est-ce que tu as un budget sharp surtout, et où est-ce que tu en es par rapport à ta frugalité? Et side business aussi, parce que je veux comprendre un peu l'importance de ça. J'ai compris que ça l'était pour Victor et Christophe. Ouais, alors la première question, en fait, moi je suis plutôt l'inverse, c'est-à-dire que quand j'étais salarié, je dépensais sans vraiment compter. Alors sans faire des excès, hein, je m'achetais pas de Lamborghini ou quoi que ce soit, mais il y avait de l'argent sur le compte, je dépensais, et puis tout allait bien, et je voyais pas l'utilité de plus économiser, et en parallèle je faisais mes investissements immobiliers quasiment sans apport, et ça se passait bien. Donc et puis justement quand j'ai décidé d'arrêter de travailler et de vivre de mes revenus, j'avais prévu un montant de revenus assez élevé, puis
j'ai pas réussi à y accéder. À ce moment-là, je suis arrivé dans le moment Fire et que j'ai vu Victor qui me parlait de ses 56 vêtements, pas de plus. Donc je me suis dit, il serait peut-être temps que je regarde un petit peu mes dépenses. Et j'ai commencé à suivre mes dépenses, ce qui a été un peu long et compliqué parce que j'avais pas l'habitude et j'arrivais pas. Bon, alors, du coup, par exemple, j'ai un système maintenant de cartes bancaires différents. J'ai une carte bancaire pour chaque type de dépense, ce qui me permet de plus facilement suivre les dépenses. Mais tu payes 4 fois des cartes bancaires, du coup, non? Non, parce que maintenant, tu as des banques en ligne qui font des cartes gratuites. Enfin, voilà, donc c'est pas un coût très élevé. Et du je savais coup, pas que je faisais gratuite, moi. Ouais. Si, tu peux les citer, hein. Boursorama, Boursorama, par exemple. Ouais, tout à fait. N26. Ouais. Ok. Revolut, je crois, c'est gratuit. Revolut. Je croyais que c'était 9 € par mois à chaque fois. Oui, Non, ça dépend de la carte que tu faut prends. avoir un peu d'argent sur le compte, quoi, en fait. Hein, mais par exemple, j'ai mon PEH chez Boursorama, du coup, voilà. Et du coup, j'ai divisé par 2 mes dépenses, mais alors absolument sans douleur et sans aucun problème. Et en fait, c'est devenu totalement naturel et ça me pose plus aucun souci, quoi. Et tu as une femme, des enfants? Je suis célibataire. D'accord. Ça aide quand même. Ça aide. Oui. Pour tous les deux. Ah bah oui. Ouais. Un enfant à charge, forcément, c'est compliqué. Victor, toi? Moi, pas encore. C'est d'où les montants plus importants dont j'ai besoin plus tard. D'accord. Ok. Ça aide grandement. Dès qu'on a un enfant, du coup, moi, je l'ai budgété là, dans un outil que j'ai partagé là. En gros, un enfant, c'est entre 1 000 et 2 000 € par mois. Et en plus, en fonction de là où vous vous situez, en fait, il y a quand même un truc, c'est quand vous lancez dans le Fire, indirectement, vous allez avoir des revenus. Et vu que vous avez des revenus, vous allez accéder à moins d'aide. C'est un peu paradoxal, donc il ne faut pas se louper non plus. Hein. Parce qu'en fait, il y a par exemple tout ce qui est Puma aussi. Il y a plein de choses qui rentrent en compte lorsqu'on devient Fire et on sort un peu. En fait, on paye beaucoup d'impôts quand même. Et là, on est 4 mecs autour de la table. C'est un mouvement masculin Alors, il y a beaucoup plus de. Alors, en gros, globalement, je pense que oui, parce que ça s'adresse quand même, si on prend la version américaine, aux personnes qui bossent dans la tech. Donc, dans la tech, c'est quand même un monde où il y a plus de mecs. Après, chez nous, il y a 70% de mecs dans le mouvement Fire. Donc là, il y a à peu près 10 000 personnes qui suivent un peu ce qu'on fait. Et dans le core, donc des membres très actifs, on a à peu près 400 là. Et dans les 400, c'est quand même 70-80% des mecs. Et après, il y a les femmes, c'est le reste. Et les femmes, par exemple, chez nous, d'ailleurs, elles ont fait un channel Girls on Fire. Et elles échangent entre elles. Très bon. En fait, pour chacun, par exemple, par tranche d'âge, il y a des problématiques. Si on a plus de 40 ans, qu'est-ce qu'on fait? Si on a des enfants, qu'est-ce qu'on fait? Si on est une femme comparé à un mec, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, à chaque fois, ça change à chaque fois. Prochaine invitée Fire, je m'engage, sera une femme. Tu me recommanderas si je la trouve pas ou si elle ne se manifeste pas. Voilà, les plus hardcore, parce que c'est ce qui est intéressant. François, j'ai pas parlé juste de je t'ai posé la question de ton business, side business à toi. Est-ce que tu en as un? Est-ce que c'est aussi, selon toi, obligatoire? Alors, c'est pas obligatoire, mais il se trouve que donc cet été, je me suis retrouvé en situation vrai Fire à ne rien faire. Et les deux. Je t'emmerdais. Les premières semaines, c'était génial. Et puis après, je m'emmerdais ferme, effectivement. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Et il se trouve que j'avais des colocations et que c'était assez galère à gérer. Et je me suis dit, on va automatiser ça. Et du coup, j'ai développé un logiciel qui permet d'automatiser et de simplifier la gestion des colocs. Ça s'appelle simplecoloc.com, simplecoloc.com, et qui permet, pour le propriétaire, une fois que l'outil est configuré, de n'avoir plus qu'à appuyer sur un bouton pour signer le bail et valider le bail, tout le reste étant saisi par le colocataire, étant géré par le colocataire. Tu fais du paiement à distance Alors, pas pour les loyers. Ouais. Non, pour la signature électronique du contrat. Signature électronique. Ouais, mais les loyers ne sont pas gérés par l'outil parce que ça pose des problèmes de sécurité. Déjà, la signature électronique, c'est cool. Gagner du temps et gagner de l'argent en automatisant votre colocation grâce à Simple Coloc. Écoute, ça me chauffe, ça. Moi, j'ai une coloc aussi. Alors, on note que la coloc est quand même... Alors, j'ai fait un investissement sur les parkings la semaine dernière avec Alexandre et dans cet enregistrement, ce qui est intéressant, c'est que lui, sa technique, c'est de fractionner ses parkings pour y mettre des 2 roues. Et à chaque fois, en fait, tu te dis, c'est pas grand-chose, c'est toujours pareil. En fait, au lieu de prendre 150 €, il en prend 200. Mais en valeur absolue, ça fait toujours 33% de plus, donc c'est pas con. D'ailleurs, je te remercie parce que c'est ce que je vais faire
j'ai 14 places de parking, tu vois. Et Ouais. je pense que je vais l'appliquer là. Tu vois, je vais tout segmenter. Ben voilà, écoute, j'en cherche moi des places de parking qu'elle est désespérément. Mais Je vais revendre mon box si tu veux. Ah bah voilà, c'est... avec les barres de fer que vous êtes, je veux même pas rentrer en égo. Mais tu vois, je lui ai tourné le dos. Hein. Machinalement, je veux même pas te parler. Il est tout rouge, mais je pense qu'il sait que je t'ai démasqué, Christophe. Et, Allez, sors ta carte bancaire. j'accepte tout. Et donc, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, la Simple Coloc, super. Bravo. Donc, je regarderai un peu dans le détail. On note que la colocation, c'est un truc, en effet, finalement, le fractionnement des assets, quoi. Ouais, bah, en fait, je pense qu'il y a des tendances. Et là, l'objectif, c'est comment trouver un maximum de rentabilité avec un logement par rapport aux usages qui sont demandés aujourd'hui. Donc, par exemple, le coworking, on prend un grand espace, on le limite pour les personnes, enfin, on le divise pour les personnes. Et après, des grands appartements, on peut les diviser, les revendre à la découpe aussi. Parce que maintenant, les gens sont habitués à vivre dans plus petit. Bon, on a explosé le temps à partie, donc je vais laisser nos auditeurs réfléchir, méditer sur tout ça. J'aurais aimé vous poser des questions sur mais ça méritera un autre épisode, mais justement le rôle de la techno. Alors on l'a vu qu'elle est très prégnante dans les SaaS B2B et tous ces side business, parce que c'est vraiment une automatisation de choses que vous proposez généralement à différents niveaux. Mais j'aurais aussi aimé voir un peu justement tout ce qui approche de tokenisation, etc. Est-ce qu'on va arriver, parce qu'on parle de fractionnement, alors fractionnement, là c'est dans l'offre, mais est-ce que dans l'achat, c'est des choses qui viennent ou pas forcément? Et c'est pas si simple d'emprunter, notamment, et de leverager sur de l'immobilier fractionné, tokenisé, comme on l'a vu en Decentralized Finance avec mon invité il y a quelques numéros. Je vais vous poser une dernière question quand même. Je vais pas vous demander quelle est votre martingale à vous, parce que je crois qu'on en a un peu parlé là, on a tourné autour de tout ça, sauf si vous en avez une de plus. Mais comment je peux rentrer, parce que les gens qui nous écoutent encore après un plus long épisode que d'habitude, comment je rentre dans ce mouvement? Par quoi je commence, quoi? Si vous aviez chacun un conseil à donner, Christophe, pour commencer par toi. Oula. Je commence par Victor. Ouais, commence par Victor. Alors déjà, je pense que si vous êtes novice, ce qu'il faut faire, c'est commencer à se documenter dessus. Alors moi, je vais un peu vendre ma crémière, mais sur devenirfrugaliste.com, vous pouvez rejoindre le Discord là où on est et suivre quelques meet-ups, tout est gratuit, etc. Et à force en fait de se plonger dans cet environnement-là, déjà votre état d'esprit va changer. Vous vous dire, ok, c'est possible. On va vous dire à chaque fois que c'est possible. Vous allez voir des gens qui achètent des trucs, que c'est possible, etc. Des gens qui épargnent 90% de leur salaire. Vous allez dire, ah bah tiens, ils sont pas fous, ça marche. Et au fur et à mesure, ça va fonctionner. Et après, je pense que le nerf de la guerre très rapidement, c'est de faire son plan d'action. Et du coup, là, moi, c'est peut-être le seul truc d'ailleurs que je vends, c'est une micro-formation pour faire votre plan d'action et en fait avoir tous les tips par rapport à où vous en êtes dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça demande beaucoup d'expertise. Je m'en suis rendu compte avec même les experts qui sont dans Mouvement Fire. C'est en fait pour prendre du recul sur faire son plan d'action pour en gros devenir rentier en 3 ans, 5 ans, 10 ans, 2 mois si vous avez un gros héritage, mais il faut tout restructurer. En fait, vous ne les avez pas. Par exemple, vous allez alterner par exemple du freelance avec du job, etc., etc. Donc déjà faire un bon plan d'action, bien comprendre tous les outils. Ça, vous êtes obligé de le faire pour commencer, pour bien tout maîtriser. Et après, surtout, tout segmenter et fractionner pour vous dire, OK, là, pendant cette année, par rapport au niveau d'énergie que j'ai, j'achète un appart. Je ne fais que ça. Une fois que c'est réglé, vous dites, OK, la bourse, je m'intéresse, je ne fais que ça. Après, vous faites un side business. Est-ce que c'est fait pour moi? C'est comme ce que tu disais tout à l'heure. Et si je le fais, est-ce que ça vaut le coup pour avoir un side business qui fait 200 balles par mois? Pas sûr. Peut-être qu'il vaut mieux acheter un autre appart, peut-être bosser plus pour avoir une augmentation et peut-être pas faire de side business. Mais si vous voulez vous lancer dedans, moi je pense que après ça devient une passion business, allez-y. Et je pense mon dernier conseil, c'est vraiment de contacter des personnes comme François, comme Christophe. C'est vraiment des personnes qui l'ont fait et qui vont dire écoute, moi je l'ai fait. Je l'ai fait peut-être il y a quelques années, du coup les prix de Paris c'était pas pareil, mais en gros, vas-y si tu veux te lancer et puis n'hésite pas à m'appeler et trouver des contacts en fait. Se mettre vraiment dans un réseau. Et c'est le réseau qui va faire qu'on va garder sa motivation. Parce que c'est quand même une façon de penser un peu particulière. Ouais. Et il faut vraiment y aller, quoi. Tu peux être vite pris par un ovni pour tes potes, quoi, s'ils ne sont pas du tout dans cette approche, quoi. Ah, clairement, mes potes, ils me prennent, je pense, aujourd'hui moins. D'ailleurs, TF1 était venu me filmer, ils ont interviewé mes potes. Bon, mes potes ont dit, ouais, au début, on me prenait vraiment pour un ovni. Et puis maintenant, ils sont là, en fait, ça a marché son truc. On le voit bien. Bon, il nous a pas vus pendant quelques années, mais au moins son truc a marché, quoi. François, tu aurais une remarque à me faire? La première chose à faire, je pense, c'est de s'inscrire effectivement à un meet-up. Alors actuellement virtuel, puis bientôt, j'espère, réel. Et puis ensuite, de voir quels sont les
les canaux, enfin les créneaux sur lesquels on souhaite se positionner. Parce qu'il y en a qui préfèrent l'immobilier, d'autres la bourse, etc. Et je pense que l'important, c'est de faire les choses par plaisir et par passion, et pas juste pour atteindre un chiffre. Ok. Et alors, en fait, moi, ça va être un peu personnel. Ouais. Mais si vous voulez commencer à investir dans les trucs sur plusieurs années, je le martèle, intéressez-vous à la crise climatique. Parce que ce qui va nous tomber sur la figure, c'est pas rien. Et quand vous vous engagez sur des choses et que vous pouvez plus vous rétracter, ça va amplifier le problème. Et puis, deuxièmement, soyez pas amoureux de l'argent, en fait. C'est pas vraiment le sujet. Soyez plutôt amoureux de la liberté et trouvez des outils pour ça. Je pense que c'est le meilleur moyen de s'en sortir heureux et pas en vouloir toujours plus. Je te remercie pour cette belle conclusion. C'est quelque chose qui transpire dans mes podcasts aujourd'hui, et pas que dans La Martingale, dans Génération Do It Yourself, et sur des sujets de finance. Je pense à Antoine Fine de Utopia, je pense à Marie Eklund du fonds 2050, qui sont des personnes, là on parle aussi de big money, qui clairement aujourd'hui te disent nous on va investir dans de l'impact, on va investir dans des choses avec des impacts sur le climat positifs, sur beaucoup de choses qui sont intéressantes. Et en fait, c'est pas juste c'est pas de la philanthropie en fait. Hein. Il y a vraiment une envie de changer les choses, mais ensemble, en gagnant de l'argent. Et si en effet tu te mets full pétrole ou full pollution ou full je sais pas quoi, il y a un moment où en fait, dans 5 ou 10 ans, a priori, ça tiendra pas. Ne serait-ce parce que les mentalités changent, mais les politiques changent. Enfin, ça va être bridé dans tous les sens parce qu'on n'aura pas le choix. Donc, c'est intéressant et je pense qu'il y a une bonne note philosophique pour finir cet épisode. On peut se lancer quand on est marié avec 2 enfants ou quel que soit l'état de la personne, on peut se lancer. On peut se lancer et après, c'est juste... en fait, les drivers, c'est quoi? La motivation, l'argent qu'on gagne, bien sûr, et sa santé. Et sa motivation. Et après, on peut atteindre un certain objectif. Et la préparation des autres, parce que c'est un peu comme le triathlon, quoi. Tu veux faire un Ironman, si tu te lances un peu tout seul là-dedans, tu feras ton Ironman, mais divorcé. Oui, non. Voilà. La notion de l'argent dans le couple, ça prend du temps. Hein. Ouais. C'est compliqué. Parce que c'est une des choses qui a été pas absente, mais pas complètement dite dans le petit tour de table que j'ai fait. Il y a quand même ce mindset... tu l'as dit en disant que c'est pas de l'argent et la finance dont on parle, mais ce mindset qui est quand même de bien comprendre que c'est pas l'argent qui te rend heureux, que c'est pas le fait d'en avoir beaucoup, et c'est pas si simple. Et c'est pas si simple d'ailleurs même de me le dire comme ça dans un podcast de finance personnelle où beaucoup de gens pourraient se dire finalement en faisant des gros court-circuits l'argent. Non, c'est le smart money, je crois plus, et voir comment tu le gagnes. Pas facilement, mais intelligemment, et comment tu le dépenses. C'est facile à dire quand on a à peu près réussi d'un point de vue financier, parce que pour nous, ça nous paraît très logique. Sauf que les personnes qui commencent là et qui écoutent peut-être ce podcast vont se dire « Ouais, moi, je suis à 1500 tous les mois. Eux, ils sont en train de parler de montants que j'aurai jamais de ma vie, etc., etc. » Pour nous, c'est très simple de dire ça. Comme tous ceux qui se lancent un peu dans l'écologie, quand on regarde les profils, c'est quand même même dans les startups. Il y a pas la méritocratie, ça existe quasiment pas. Hein. Tu tombes toujours sur à peu près les mêmes profils. Moi, si j'ai réussi à faire tout ce que j'ai fait ici, c'est parce que j'ai fait des études, je suis un mec, je suis blanc, voilà. C'est beaucoup plus simple pour moi d'arriver là. Et nous, c'est facile de défendre des idées sur l'écologie parce que nous, on est un peu plus, on habite à Paris, on fréquente des personnes, enfin, normalement, on n'a pas trop de problèmes d'argent et du coup, c'est assez facile d'aller sur ces champs-là. Je pense qu'il faut avoir peut-être un peu de recul par rapport à ça. Moi, il y a beaucoup de personnes qui m'interpellent dessus en me disant Victor, tu donnes tes chiffres sur certains trucs, ça peut être un peu indécent, etc. Mais en même temps, les gens viennent parce qu'ils veulent avoir des vraies infos, donc c'est un peu ça. Mais effectivement, il faut. Je pense que l'argent, il y a un de mes potes qui s'appelle Benjamin, il m'a dit Victor, toi, ton problème, c'est que tu n'aimes pas l'argent. Et indirectement, il a assez raison, parce que il m'a dit Victor, à un moment, ce que tu devrais faire, c'est claquer tout l'argent que tu as pour en gagner plus, parce que toi, tu arrives à un stade, à force de peu dépenser, en fait, tu te dis que tu n'as pas besoin de gagner plus. Et du coup, tu fais du business, et du coup, tu fais pas assez de business, et tu n'es pas assez au moment business, parce que tu claques pas ton argent. Et ben, je pense que sur 2-3 trucs, il a pas tort. Bon, je m'arrête là, je pourrais en dire plus, mais voilà. Moi, je vous remercie. C'était un super échange. Merci. Et d'avoir des points de vue très différents à différents stades.
Donc je vous remercie de votre temps. Je mettrai les profils, les liens de ceux qui le veulent sur le podcast, sur la fiche, sur lamartingale.io. Et Victor, on retrouvera. Je mettrai les liens évidemment de chacun de vos side business. J'aime beaucoup l'idée du side business week-end. Je trouve ça assez cool. Et voilà, donc le lien vers ça aussi, si t'en fais encore. Voilà. Et puis voilà, je vous remercie. Je vous dis à la semaine prochaine sur La Martingale. À bientôt tous les 3 et bonne fin de journée. Salut. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produit par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.